Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. Certains pensent que le succès se mesure à la hauteur de votre bureau et à la froideur de votre cœur. Mais Alex Thorne n'avait jamais remis en question cette philosophie, jusqu'à ce qu'il rencontre la femme qui chuchotait aux fleurs. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les baies vitrées du 42e étage de Thorne Enterprises, où Alex Thorne se tenait comme un roi contemplant son royaume. À 28 ans, il avait bâti un empire dont les hommes ordinaires ne pouvaient que rêver. Ayant transformé une petite entreprise familiale en une multinationale de plusieurs millions de dollars qui dominait la ligne d'horizon de la ville, son reflet dans la vitre montrait un homme sculpté dans le granit et l'ambition, mâchoire ciselée, yeux gris perçants et un costume coûteux qui lui allait comme une armure. Mais les royaumes exigeaient un ordre absolu. Chaque employé, chaque processus, chaque détail devait fonctionner avec la précision d'une horloge. Il n'y avait pas de place pour la sentimentalité, aucune tolérance pour les excuses, et certainement aucune patience pour ceux qui ne pouvaient pas maintenir ces standards exigeants, ce qui attira son attention sur la femme agenouillée près des plantes de bureau. Émilie se déplaçait dans le paysage de l'entreprise comme une brise légère dans un ouragan, sa présence si douce qu'elle semblait presque accidentelle. Alors que les autres employés passaient devant les plantes décoratives avec une indifférence d'homme d'affaires, elle s'arrêtait devant chacune, ses doigts effleurant les feuilles avec une tendresse maternelle. Alex la regardait depuis son bureau vitré se pencher vers le ficus en difficulté, ses lèvres bougeant dans ce qui semblait être une conversation chuchotée. Elle parle aux plantes, marmonna-t-il pour lui-même, secouant la tête, comme si cette entreprise n'avait pas déjà vu assez de comportements non professionnels. Son assistante, Suzanne, apparut à son coude avec la ponctualité d'une montre suisse. Monsieur Thorne, le rapport Whittaker est prêt à être examiné, et la réunion du conseil a été déplacée à 14 heures. Merci, Suzanne. Et quelle est la situation avec A? L'expression de Suzanne se crispa de manière presque imperceptible. 23 minutes de retard ce matin, monsieur. Cela fait la 5e fois en 2 semaines. La mâchoire d'Alex se serra. Dans son monde, le temps valait plus que l'or, et chaque minute perdue à cause d'un retard était une minute volée à la productivité. Il avait bâti sa réputation sur la précision, sur l'idée que le succès exigeait des sacrifices de la part de tous, y compris de lui-même. Il arrivait au bureau à 6h30 chaque matin, partait à 21h chaque soir, et n'avait jamais manqué une seule échéance de toute sa carrière. Faites-la monter, dit-il, sa voix portant le poids d'un jugement final. 3 étages plus bas, Émilie sentit son cœur faire un bond lorsque l'appel de Suzanne arriva par l'interphone. La matinée avait commencé dans le chaos, des jumeaux de 3 ans qui refusaient de prendre leur petit déjeuner, une crèche qui n'ouvrait qu'à 7h du matin, et une voiture en panne qui ne démarrait qu'à la 3e tentative. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Il y a 8 mois, son monde s'était écroulé lorsque Marc avait tout simplement disparu, ne laissant derrière lui que des factures impayées et 2 bambins confus qui demandaient encore leur papa chaque soir. Le salaire de Thorne Enterprises suffisait à peine à couvrir le loyer, la crèche et les courses. Mais il était stable. Et dans sa situation actuelle, la stabilité était tout. Maintenant, gravissant les escaliers jusqu'à l'étage des cadres parce qu'elle était trop nerveuse pour se faire confiance dans l'ascenseur, Émilie serrait le petit médaillon d'argent à son cou, la seule photo qu'elle avait des moments plus heureux, lorsque sa famille était au complet et que l'avenir semblait plein de promesses. L'étage des cadres était un temple du succès, tout en marbre poli et en silence intimidant. Les chaussures plates et usées d'Émilie émettaient de légers bruits de couinement contre le sol impeccable alors qu'elle approchait du bureau d'Alex Thorne, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle lissait sa jupe, la même jupe qui portait une petite tache d'herbe de l'aventure de ce matin dans la cour de l'immeuble, où elle avait essayé de ramasser quelques pissenlits pour la collection de nature des jumeaux. À travers les parois de verre, elle pouvait le voir, Alex Thorne, l'homme dont le nom ornait l'immeuble, dont la réputation d'efficacité impitoyable était légendaire dans toute l'entreprise. Il était assis derrière son bureau comme un juge, se préparant à rendre un verdict, son costume coûteux impeccable, son expression indéchiffrable. « Entrez », dit sa voix à travers l'interphone, et le cœur d'Émilie battit la chamade. Le bureau était un temple de pouvoir masculin, bois sombre, chaises en cuir et des récompenses qui brillaient comme des trophées d'une chasse réussie. Alex ne leva pas les yeux immédiatement, son attention concentrée sur les papiers étalés sur son bureau avec l'intensité d'un général étudiant des plans de bataille. « Mademoiselle A, dit-il enfin, sa voix portant le froid d'un matin d'hiver, veuillez vous asseoir.
Emily s'assit sur le bord de la chaise en cuir, ses mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. De près, Alex Thorne était encore plus intimidant. Sa présence remplissait la pièce comme un nuage d'orage, tout en angle vif et en pouvoir à peine contenu. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, qui scintillait derrière ses yeux gris acier. « Je suis sûr que vous savez pourquoi vous êtes ici, » continua-t-il, levant finalement les yeux pour rencontrer son regard. Votre ponctualité, ou plutôt votre manque constant de ponctualité, est devenu un problème majeur. Monsieur Thorne, je peux expliquer. Le pouvez-vous? Il se pencha en arrière dans sa chaise, son expression inchangée. Pouvez-vous expliquer pourquoi, rien qu'au cours des 2 dernières semaines, vous avez été en retard 5 fois? Pouvez-vous expliquer pourquoi vos difficultés personnelles interfèrent constamment avec vos obligations professionnelles? Emily sentit la chaleur monter à ses joues. Je fais de mon mieux, monsieur. Je sais que j'ai du mal avec l'horaire, mais rien. La voix d'Alex coupa son explication comme une lame. Ceci est une entreprise, mademoiselle, et pas une œuvre de charité. Nous avons des délais, des engagements et des attentes. Lorsque vous êtes en retard, cela affecte tout le monde autour de vous. Ce qu'il ne disait pas, ce qu'il ne pouvait pas dire, c'est que son retard le dérangeait pour des raisons qu'il ne parvenait pas à exprimer. Il y avait quelque chose chez Emily et qui perturbait son monde soigneusement ordonné, la façon dont elle se déplaçait dans le bureau avec tant de douceur, la façon dont elle traitait les plantes comme des êtres vivants méritant des soins, la façon dont elle souriait au gardien de sécurité chaque matin malgré son stress évident. Tout cela donnait l'impression d'une fissure dans l'armure de son environnement parfaitement contrôlé. « Je comprends, monsieur Thorne, » dit Emily doucement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je sais que je vous ai déçu. C'est juste que... Mes filles. Votre vie personnelle ne me concerne pas, » l'interrompit Alex, mais même en disant cela, quelque chose se tordit inconfortablement dans sa poitrine. « Ce qui me concerne, c'est la performance, la fiabilité et le professionnalisme, des qualités que vous n'avez cessé de ne pas démontrer. » La main d'Emily se dirigea instinctivement vers le médaillon à son cou, ses doigts traçant la surface d'argent usé. À l'intérieur se trouvait une photo de jour meilleur. Elle-même, Marc et les jumeaux alors qu'ils marchaient à peine, tous riant d'une blague oubliée depuis longtemps, avant l'abandon, avant les nuits sans sommeil et l'inquiétude constante pour l'argent, avant qu'elles n'apprennent que l'amour ne suffisait pas toujours à maintenir une famille unie. « J'essaie, monsieur Thorne, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'essaie tellement fort. » Pendant un instant, quelque chose vacilla sur le visage d'Alex, une ombre d'incertitude, peut-être même de la sympathie, mais elle disparut si vite qu'Emily se demanda si elle l'avait imaginé. « Essayer ne suffit pas, » dit-il finalement, sa voix retrouvant sa froideur précédente. « Ceci est votre dernier avertissement, mademoiselle. Une autre instance de retard, et votre emploi chez Thorne Enterprises sera résilié. Suis-je clair? » Emily hocha la tête, ne se fiant pas à sa voix pour rester stable. Elle se leva sur des jambes tremblantes, lissant sa jupe une fois de plus, et se tourna vers la porte. « Mademoiselle » la voix d'Alex l'arrêta sur le seuil. Elle se retourna, l'espoir scintillant dans ses yeux. Ne me décevez pas, alors qu'elle quittait son bureau, Alex resta assis à son bureau, fixant l'espace où elle avait été. Quelque chose dans son désespoir, sa dignité tranquille malgré ses mots durs, avait remué quelque chose dans sa poitrine qu'il pensait enterrer depuis longtemps. Il secoua la tête, écartant ce sentiment comme une faiblesse momentanée, mais en la regardant s'éloigner à travers les murs de verre, ses épaules redressées malgré sa détresse évidente, il ne pouvait pas chasser l'image d'elle agenouillée près des plantes de bureau, leur chuchotant comme à des confidents de confiance qui comprenaient ses secrets. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain apporterait une tempête qui changerait tout, et que la femme qui chuchotait aux fleurs allait bientôt lui enseigner la différence entre le succès et le bonheur, entre le contrôle et la compassion, entre l'homme qu'il était et l'homme qu'il était destiné à devenir. Chapitre 2, quand le tonnerre rencontre la foudre, la tempête arriva sans avertissement, comme un chagrin d'amour un mardi matin, apportant le genre de règlement de compte qui change tout en un seul battement de cœur. Des nuages sombres s'étaient rassemblés sur la ville depuis l'aube, projetant des ombres à travers les fenêtres de Thorne Enterprises et remplissant l'air d'une tension électrique. Alex Thorne se tenait dans son bureau, regardant le ciel s'assombrir, son humeur correspondant au temps menaçant. 3 jours s'étaient écoulés depuis son dernier avertissement à Emily, et ce matin, alors que les cadres de Whittaker Industries arrivaient pour la présentation la plus importante du trimestre, elle était introuvable. 27 minutes après 9 heures,
et son bureau restait vide. Suzanne. La voix d'Alex portait le tranchant d'une fureur à peine contrôlée alors qu'il appuyait sur le bouton de l'interphone. Où est? Je ne l'ai pas encore vu, monsieur Thorne, vint la réponse prudente. Dois-je essayer de l'appeler? La mâchoire d'Alex se serra alors qu'il fixait les nuages d'orage. L'accord avec Whittaker valait 12 millions de dollars, et chaque détail de la présentation de ce matin avait été planifié avec une précision militaire. La salle de conférence était préparée, le service de restauration organisé et les documents de présentation méticuleusement rangés. Tout était parfait, à l'exception d'une absence flagrante. Ne vous en donnez pas la peine, dit-il, sa voix froide comme l'acier d'hiver. Informez les ressources humaines. Nous aurons une réunion de licenciement dès que mademoiselle daignera nous honorer de sa présence. Ce qu'Alex ne savait pas, c'est qu'Emily était assise dans sa voiture en panne à 3 pâtés de maison de là, son front appuyé contre le volant alors que des larmes de frustration coulaient sur son visage. La voiture avait complètement rendu l'âme, pas seulement le démarrage réticent des matins récents, mais une panne mécanique totale. Le mécanicien l'avait prévenu la semaine dernière que le moteur vivait sur du temps emprunté, mais elle avait espéré qu'il tiendrait un peu plus longtemps. La nuit dernière avait été un cauchemar. Sophie avait eu une forte fièvre qui avait atteint 39 degrés, et Emily avait passé les heures sombres à appliquer des linges frais et à chuchoter des prières pendant que Lily dormait avec difficulté sur le canapé. À cette heure, la fièvre de Sophie était tombée, mais Lily s'était réveillée avec la même rougeur révélatrice de la maladie. 2 bambins malades, une voiture morte et un travail qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle avait l'impression que l'univers complotait contre elle. Le trajet en taxi pour se rendre au travail avait englouti l'argent de son déjeuner pour le reste de la semaine, et elle était arrivée en sachant qu'elle se dirigeait vers un désastre, mais elle avait espéré que M. Thorne pourrait comprendre, que l'homme qui avait montré ce bref scintillement de quelque chose de plus doux pourrait trouver dans son cœur de lui donner une chance de plus. Ses espoirs s'évanouirent au moment où elle sortit de l'ascenseur et vit l'expression de Suzanne. « Mademoiselle dit Suzanne, sa voix portant le poids d'une annonce d'exécution. M. Thorne a besoin de vous voir immédiatement. » Salle de conférence B, le chemin vers la salle de conférence B ressemblait à une marche vers ses propres funérailles. Les jambes d'Emily tremblaient à chaque pas, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. À travers les parois de verre, elle pouvait voir Alex faire les 100 pas comme un lion en cage, son expression orageuse. Les documents de présentation étaient étalés sur la table de conférence comme des preuves dans un procès pénal, et elle réalisa avec une horreur grandissante que cela concernait plus que son simple retard. La présentation Whittaker, la réunion la plus importante du trimestre, et elle était censée avoir préparé la reliure finale des documents. Entrez. La voix d'Alex coupa à travers le verre comme une lame, et Emily entra dans ce qui ressemblait au centre d'une tempête. La salle de conférence était un temple du pouvoir d'entreprise, table en acajou, chaises en cuir et une vue qui parlait de succès et d'accomplissement. Alex se tenait à la tête de la table, son costume coûteux impeccable malgré l'heure matinale, ses yeux gris perçants fixés sur elle avec l'intensité d'un juge rendant un verdict. « Mademoiselle commença-t-il, sa voix portant une froideur finale. « Avez-vous une idée de l'heure qu'il est? »« Je suis désolé, monsieur Thorne, murmura Emily, sa voix à peine audible au-dessus du son de son propre cœur. « Je sais que je suis en retard, mais si vous pouviez juste me laisser expliquer. » Expliquer? Le rire d'Alex était tranchant et amer. Vous voulez expliquer pourquoi vous avez manqué la présentation la plus importante du trimestre. Vous voulez expliquer pourquoi les cadres de Whittaker arrivent dans 30 minutes pour trouver leurs documents incomplets parce que vous n'avez pas pris la peine de vous présenter. Emily sentit le sang quitter son visage. La reliure? Oh mon Dieu, j'ai oublié la reliure. Monsieur Thorne, s'il vous plaît, je peux arranger ça. Je peux. Non. Le mot tomba entre eux comme la lame d'une guillotine. Non, vous ne pouvez pas arranger ça. Avez-vous une idée de ce que cet accord représente pour cette entreprise? 12 millions de dollars, mademoiselle. 12 millions de dollars et la réputation professionnelle de tout le monde dans cet immeuble. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête et les premières gouttes de pluie commencèrent à zébrer les fenêtres. Alex se plaça directement devant elle, sa présence écrasante dans l'espace confiné de la salle de conférence. « Je vous ai donné toutes les opportunités, continua-t-il, sa voix devenant plus froide à chaque mot. Je vous ai donné des avertissements, des chances et plus de patience que je n'en ai jamais montré à un employé. Et c'est ainsi que vous me rendez cette considération? En sabotant la présentation la plus importante de l'année?
Je n'ai rien saboté, dit Émilie, sa voix se brisant. Mes filles étaient malades et ma voiture est tombée en panne. Et vos filles? La voix d'Alex portait un mélange de mépris et d'incrédulité. Toujours vos filles. Toujours une excuse concernant votre vie personnelle qui interfère avec vos obligations professionnelles. Laissez-moi être parfaitement clair, mademoiselle. C'est une entreprise, pas une garderie. Les mots frappèrent Émilie comme des coups physiques. Elle pensa à Lily et Sophie, encore fiévreuses et confuses, demandant leur maman alors qu'elle les avait laissées avec la voisine. Elle pensa aux factures qui s'entassaient sur le comptoir de sa cuisine, au réfrigérateur vide, à l'avis du propriétaire qui était déjà en retard de 3 jours. « S'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais j'essaie tellement fort. J'ai juste besoin d'une chance de plus. » Une chance de plus? Le rire d'Alex était dur et amer. Je ne vous ai donné que des chances. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne dose de réalité sur la responsabilité et les priorités. Un éclair illumina la salle de conférence dans un relief saisissant et dramatique. À ce moment-là, Émilie vit quelque chose vaciller sur le visage d'Alex, une ombre de doute, peut-être même de regret, mais elle disparut si vite qu'elle se demanda si elle l'avait imaginé. Votre emploi chez Thorn Enterprises est résilié, avec effet immédiat, dit Alex, sa voix portant la finalité d'une sentence de mort. La sécurité vous escortera pour que vous puissiez récupérer vos effets personnels. Le dossier dans les mains d'Émilie glissa de ses doigts tremblants, éparpillant des papiers sur la table de conférence polis comme des feuilles mortes. Le son sembla faire écho dans le silence soudain, seulement brisé par l'intensité croissante de la tempête à l'extérieur. Non, souffla-t-elle, le mot à peine un murmure. Non, s'il vous plaît, monsieur Thorn, je vous en supplie. J'ai 2 petites filles qui dépendent de moi. Je n'ai nulle part où aller. Quelque chose se tordit dans la poitrine d'Alex au désespoir de sa voix, mais il se força à rester impassible. Le succès exigeait des décisions difficiles, et il avait bâti son empire sur le fondement d'une discipline inébranlable. Ce n'est pas mon problème, dit-il, bien que les mots aient le goût de cendre dans sa bouche. Les jambes d'Émilie cédèrent, et elle s'effondra à genoux sur le sol en marbre froid. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines se libérèrent finalement en un torrent de chagrin et de terreur. S'il vous plaît, sanglota-t-elle, ses mains appuyées contre le sol comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre s'ancrer à cette vie qu'elle perdait. S'il vous plaît, ne me retirez pas ça. Je n'ai rien d'autre. Elles n'ont rien d'autre. Alex resta figé, regardant cette femme forte et douce qui chuchotait aux plantes et souriait aux gardiens de sécurité, complètement brisée devant lui. Ses larmes tombaient comme de la pluie sur le sol impeccable. Chaque goutte était un témoignage de sa propre cruauté. « Je suis désolée » murmura-t-elle, sa voix se brisant à chaque mot. « Je suis tellement désolée de vous avoir déçu. Je suis désolée d'être en retard, d'être un fardeau, de ne pas être assez forte. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me retirez pas la seule chose qui se dresse entre mes filles. Assez. » La voix d'Alex coupa sa supplique comme une lame. Cette décision est finale. La sécurité sera là dans 5 minutes. Il se détourna d'elle, ses mains jointes derrière son dos alors qu'il fixait la tempête. Le tonnerre se faisait de plus en plus fort maintenant, et la pluie commençait à tomber pour de bon, coulant le long des fenêtres comme des larmes du ciel. Derrière lui, Émilie se releva lentement, ses mouvements mécaniques et défaits. Elle se pencha pour ramasser les papiers éparpillés, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine les saisir. Le son de ses sanglots silencieux remplissait la pièce, se mêlant au tonnerre à l'extérieur. « J'espère que vous pourrez vivre avec vous-même » murmura-t-elle en atteignant la porte. « J'espère que vous pourrez dormir la nuit en sachant ce que vous avez fait. » Alex ne se retourna pas, ne reconnut pas ses mots, mais ils le frappèrent comme des coups physiques. Il resta debout à la fenêtre, son reflet spectral dans le verre assombri par la tempête, jusqu'à ce que le son de ses pas s'estompe. Ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à fermer les yeux, à sentir le poids de ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. La tempête avait déjà commencé, et certaines choses, une fois brisées, ne pouvaient jamais être remises en place. Chapitre 3 Le jardin secret de son cœur. La culpabilité a une façon de vous suivre à la maison, de se glisser dans les espaces entre vos côtes et de s'y installer comme une douleur persistante qu'aucune réussite ne peut apaiser. La présentation Whittaker avait été sauvée par l'efficacité de Suzanne et la gestion des dégâts d'Alex.
Les cadres avaient remarqué les documents manquants et les explications hâtives, mais ils avaient tout de même signé le contrat. 12 millions de dollars, c'était trop pour s'en détourner. Cependant, Alex avait vu le doute dans leurs yeux, entendu des conversations chuchotées se demandant si Thorn Enterprises était en train de perdre son avantage. Maintenant, alors que le soir peignait la ville de nuances d'ambre et d'ombre, Alex était assis dans son bureau pentouze, entouré des trophées de son succès. Des récompenses tapissaient les murs. Des certificats étaient accrochés en rangées parfaites. Et à travers les baies vitrées, la ville s'étendait sous lui comme un royaume conquis. Mais rien de tout cela ne pouvait faire taire le souvenir d'Emily et à genoux, implorant une pitié qu'il avait refusé de lui donner. Merde, marmonna-t-il, s'éloignant de son bureau avec assez de force pour faire tourner sa chaise en cuir coûteuse. Le son de sa voix résonnait dans son esprit comme un fantôme qui refusait d'être exorcisé. J'ai 2 petites filles qui dépendent de moi. Je n'ai nulle part où aller. Il avait bâti son empire sur le fondement d'une discipline inébranlable, sur la conviction que le succès exigeait des sacrifices de la part de tous, y compris de lui-même. Les émotions étaient des faiblesses à contrôler, le sentiment un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Chaque décision devait être prise avec une logique froide et calculatrice, et Emily avait été un passif qu'il ne pouvait plus supporter. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir commis un meurtre? La tempête était passée, laissant la ville propre et étincelante sous les lumières du soir. Alex se retrouva debout à la fenêtre. Son reflet, une figure fantomatique contre le ciel qui s'assombrissait. Quelque part dehors, Emily essayait probablement de trouver comment expliquer à ses filles pourquoi maman avait perdu son travail, pourquoi les factures ne seraient pas payées, pourquoi leur monde venait de s'effondrer autour d'elle. 2 petites filles qui dépendent de moi. Les mots ne voulaient pas le laisser tranquille. Il n'avait jamais réfléchi à sa vie personnelle au-delà de la façon dont elle affectait sa performance au travail. Dans son monde, les employés étaient des ressources à gérer, des problèmes à résoudre, des taux d'efficacité à optimiser. L'idée qu'ils avaient des vies en dehors du bureau, des familles qui dépendaient d'eux, des rêves qui s'étendaient au-delà des rapports trimestriels, était une abstraction qu'il ne s'était jamais autorisé à considérer. Mais maintenant, seul dans son palais de verre et d'acier, Alex ne pouvait s'empêcher de penser au désespoir dans la voix d'Emily, à la façon dont elle serrait ce médaillon d'argent à son cou comme une bouée de sauvetage, à la dignité tranquille avec laquelle elle avait essayé d'expliquer l'inexplicable. Sans vraiment prendre de décision consciente, Alex se retrouva dans l'ascenseur, puis dans sa voiture, puis à conduire dans les rues de la ville comme s'il était tiré par une force invisible. Il se disait qu'il allait juste faire un tour, qu'il avait besoin de se vider la tête après le stress de la journée. Les mains d'Alex semblaient avoir leur propre volonté, tournant le volant vers l'adresse qu'il avait mémorisée de son dossier d'emploi. Le quartier était un monde à part de son luxe de pentouze, des appartements modestes avec de petits balcons, des vélos d'enfants enchaînés à des rampes et des jardins communautaires qui témoignaient de gens faisant de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Alex gara sa voiture coûteuse au bout de la rue, soudainement gêné de voir à quel point elle brillait comme un phare de richesse dans ce décor humble. Il marchait lentement, ses pas résonnant contre le silence des rues résidentielles. L'adresse le mena à un petit complexe d'appartements, 3 étages de briques usées et de cadres de fenêtres peints qui avaient connu de meilleurs jours mais conservaient une certaine dignité. L'immeuble était vieux mais propre, avec des jardinières sous certaines fenêtres et un petit espace jardin derrière une clôture en maille de chêne. Et là, dans ce jardin, Alex la trouva. Emily était agenouillée entre des rangées de plants de tomates, ses vêtements de travail remplacés par un jean délavé et un pull doux de la couleur des feuilles d'automne. Mais elle n'était pas seule. 2 petites filles identiques, peut-être âgées de 3 ans, étaient assises à côté d'elle dans la terre, leurs petites mains tapotant soigneusement la terre autour de minuscules semis sous la douce direction de leur mère. Alex sentit son souffle se coincer dans sa gorge. Les jumelles étaient magnifiques, des cheveux bruns bouclés qui captaient les derniers rayons du soleil, des yeux vifs qui scintillaient de curiosité et du genre de joie innocente qui semblait émaner de leur être même. Doucement, Lily, disait Emily, sa voix portant l'amour patient d'une mère qui avait répété la même instruction 1000 fois. Les petites plantes ont besoin qu'on soit douce avec elles. Comme ça, maman, demanda la petite fille, sa langue sortant de sa bouche en signe de concentration alors qu'elle essayait de copier les mouvements de sa mère. Parfait, ma chérie. Et Sophie, tu vois comment on leur donne juste un peu d'eau? Pas trop, sinon elles vont tomber malades. Alex regarda, transpercé, alors qu'Emily démontrait la bonne façon d'arroser les semis. Ses mouvements étaient sûrs et confiants ici, en contraste frappant avec la femme nerveuse qui avait tremblé dans son bureau. C'était son élément, son sanctuaire,
où elle pouvait être l'experte enseignant à ses enfants la vie et la croissance et la patience nécessaires pour cultiver quelque chose de beau. « Maman, chante la chanson de la croissance », demanda Sophie, tapant ses mains couvertes de terre l'une contre l'autre. Le rire d'Émilie était comme de la musique, chaleureux et authentique, et complètement différent de la politesse forcée qu'elle avait montrée au bureau. La chanson de la croissance ? Mais on vient de la chanter hier. S'il te plaît, maman. Les plantes l'aiment bien, ajouta Lily, ses yeux brillants de conviction. Oh, eh bien, si les plantes l'aiment, dit Émilie, sa voix remplie du genre d'amour qui fit mal à la poitrine d'Alex d'un désir étrange. Mais seulement si vous m'aidez. Elle commença à chanter d'une voix qui était étonnamment charmante, douce et mélodique, comme une berceuse faite pour les après-midi au jardin. Les mots étaient simples, quelque chose sur le soleil et la pluie et la magie des choses qui poussent, mais il y avait quelque chose d'une beauté déchirante à la voir chanter pour ses filles pendant que ses mains travaillaient la terre. Les jumelles se joignirent à elle avec leurs voix aiguës et douces, trébuchant sur certains mots, mais chantant avec un tel enthousiasme qu'Alex se retrouva à sourire malgré tout. Voilà ce qu'il leur avait enlevé, pas seulement un travail, mais la sécurité qui permettait des moments comme celui-ci, la tranquillité d'esprit qui permettait à une mère de chanter des chansons stupides avec ses enfants sans s'inquiéter du lendemain. « Pourquoi papa nous a-t-il quittés, maman » demanda soudain Sophie, sa petite voix coupant l'air du soir. Le chant d'Émilie s'arrêta brusquement, et Alex la regarda s'effondrer pendant un instant avant de se ressaisir. Elle posa son arrosoir et serra les deux filles dans ses bras, les tenant tout contre elle. « Je ne sais pas, ma chérie, » murmura-t-elle, sa voix lourde de larmes non versées. Parfois, les adultes font des choix qui n'ont pas de sens. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait, d'accord ? Vous êtes parfaite et magnifique et les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Tu vas nous quitter aussi, demanda Lily, sa voix si petite qu'elle était à peine audible. Jamais, dit Émilie avec fureur, pressant des baisers sur le dessus de leur tête. Je ne vous quitterai jamais, pour rien au monde. Nous allons nous en sortir. Je vous le promets. Maman va trouver un moyen de prendre soin de nous. Alex sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Il s'était tellement concentré sur ses lacunes professionnelles qu'il ne s'était jamais arrêté pour considérer le poids qu'elle portait. Elle n'était pas juste une employée qui ne pouvait pas gérer son temps. C'était une femme abandonnée par l'homme qui avait promis de l'aimer pour toujours, laissée seule pour élever deux petits-enfants tout en combattant son propre chagrin et sa propre terreur. « J'ai peur, maman, » murmura Sophie. « Je sais, ma chérie. J'ai peur aussi, parfois. Mais vous savez quoi ? Nous avons les unes les autres, et nous avons notre jardin, et nous avons l'amour. Et l'amour est la chose la plus forte au monde entier. C'est plus fort que les choses effrayantes, plus fort que les choses tristes, plus fort que tout ce qui essaie de nous faire du mal. » Les jumelles semblèrent accepter cette sagesse avec la foi que seuls les enfants possèdent. Elles se blottirent contre leur mère, leur inquiétude précédente oubliée dans la sécurité de son étreinte. « On peut rester ici encore un peu » demanda Lily. « Les fleurs n'ont pas encore fini de nous parler. » Émilie rit, et Alex pouvait entendre les larmes qu'elle retenait. « Bien sûr que nous le pouvons, ma chérie. Mais ensuite, nous devons rentrer pour le dîner, le bain et l'heure du conte. »« Tu vas nous raconter l'histoire de la princesse qui pouvait parler aux animaux » demanda Sophie avec espoir. « Je pense que je peux m'en occuper » dit Émilie, s'installant plus confortablement sur le sol alors que les jumelles se blottissaient contre ses côtés comme des chiots cherchant la chaleur. Alex les regarda pendant encore quelques minutes, cette petite famille qui avait trouvé des moyens de créer de la joie malgré leurs circonstances. La voix d'Émilie montait et descendait alors qu'elle racontait une histoire élaborée sur une princesse et ses amis animaux, avec des voix différentes pour chaque personnage. Les jumelles gloussaient et posaient des questions et l'interrompaient avec leurs propres ajouts au conte. Voilà ce qu'il avait essayé de détruire avec son efficacité froide et ses standards impitoyables. Voilà ce que sa présentation de 12 millions de dollars avait coûté, pas seulement le travail d'Émilie, mais la sécurité de deux enfants innocents qui avaient déjà perdu leur père et faisaient maintenant face à la perspective terrifiante de perdre leur maison, leur stabilité, la capacité de leur mère à subvenir à leurs besoins. Alors que le soleil se couchait complètement et que le jardin était baigné par la douce lueur des lumières extérieures de l'immeuble, Alex se détourna finalement. Il retourna à sa voiture en silence, son esprit chancelant sous le poids de ce qu'il avait vu. De retour dans son Penthouse, entouré des symboles froids de son succès, Alex ne pouvait pas chasser l'image d'Émilie dans le jardin, chantant pour ses filles tout en leur enseignant la croissance et la patience et la magie de cultiver quelque chose de beau.
Il avait passé toute sa vie d'adulte à construire un empire, à accumuler richesse et pouvoir et influence, mais il n'avait jamais rien créé d'aussi précieux que l'amour qu'il avait vu dans ce petit jardin. Pour la première fois de sa vie, Alex Thorne se demanda s'il avait mesuré le succès selon les mauvaises normes. Et pour la première fois depuis qu'il avait licencié Emily, il commença à comprendre la véritable ampleur de ce qu'il avait fait. La femme qui chuchotait aux fleurs n'était pas faible ou non professionnelle. C'était une guerrière menant des batailles qu'il ne pouvait même pas imaginer, et elle les avait menées seule. La question était maintenant de savoir s'il était trop tard pour arranger les choses, ou si certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. Mais alors qu'il était assis dans son bureau vide, fixant les lumières de la ville, Alex prit une décision qui allait tout changer. Il ne pouvait pas défaire ce qu'il avait fait, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il trouver un moyen de les aider sans qu'elles ne sachent jamais que c'était lui. Chapitre 4, le dilemme de l'ange gardien. Parfois, la rédemption commence par un sac d'épicerie laissé sur un pas de porte à l'aube. Et parfois, la personne la plus difficile à pardonner est celle qui vous regarde dans le miroir. Alex Thorne n'avait jamais été un homme qui remettait en question ses décisions, mais depuis 3 jours, le sommeil était devenu un étranger et la tranquillité d'esprit un lointain souvenir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Emily agenouillée dans ce jardin avec ses filles, créant de la magie à partir de terre et de graines tout en chantant pour éloigner leur peur. Chaque moment de calme dans son bureau était rempli de l'écho de la petite voix de Sophie, demandant pourquoi leur papa les avait quittés, et de l'inquiétude chuchotée de Lily se demandant si maman les quitterait aussi. L'ironie ne lui échappait pas. Il l'avait licencié pour la force même qu'il admirait. Son retard n'avait pas été de la négligence. C'était le jonglage désespéré d'une femme essayant d'être tout pour tout le monde alors que son monde s'effondrait autour d'elle. Ces minutes manquées au bureau représentaient des moments volés avec des enfants malades, des voitures en panne et les 1000 petites crises qui accompagnent la monoparentalité. Il avait passé 48 heures à enquêter sur sa situation avec la même rigueur méthodique qu'il appliquait aux acquisitions d'entreprises. Marquet avait été un ouvrier du bâtiment, marié à Emily pendant 4 ans avant de tout simplement disparaître il y a 8 mois. Aucun document de divorce déposé, aucune séparation légale, juste un homme qui était parti un matin et n'était jamais revenu. Les relevés bancaires auxquels l'enquêteur privé d'Alex avait eu accès montraient que Marc avait vidé leur compte d'épargne commun le jour de son départ, $2847 qui étaient destinés au fonds d'études universitaires des jumelles. Ce qui avait suivi était une cascade dévastatrice de ruines financières, factures médicales impayées, des complications à la naissance des jumelles, avis de loyer en retard, avertissement de coupure des services publics et la lente et constante descente vers l'expulsion qu'Emily avait combattue avec rien d'autre que son salaire de Thorne Enterprises et sa pure détermination. Et maintenant, elle n'avait même plus ça. La première livraison avait pris 20 minutes à Alex pour l'orchestrer et une vie de courage pour l'exécuter. Il avait rempli un chariot de tout ce dont une famille avec de jeunes enfants pourrait avoir besoin, des produits frais, du lait bio, du pain complet et suffisamment de produits non périssables pour durer des semaines. Il avait ajouté des vitamines pour enfants et toutes les petites nécessités qui poussent les budgets serrés au-delà de leurs limites. Le service de livraison était simple, une entreprise de coursiers spécialisée dans les cadeaux anonymes. La carte était délibérément vague, pour les petites jardinières et leurs belles mamans, quelqu'un croit en votre force. Alex s'était positionné de l'autre côté de la rue dans sa voiture à 7h30, regardant l'immeuble d'Emily avec l'intensité d'un homme attendant un verdict sur sa propre âme. Quand elle sortit pour ce qu'il supposait être un autre entretien d'embauche, elle était vêtue de ses meilleurs vêtements, bien qu'il puisse voir les reprises soignées sur sa jupe et les taches d'usure sur ses chaussures. Elle faillit trébucher sur les sacs qui l'attendaient à sa porte. À travers son téléobjectif, Alex regarda son visage passer par la confusion, la suspicion et enfin un soulagement écrasant. Elle s'était assise là, sur son pas de porte, entourée de courses, et avait pleuré avec le genre de gratitude désespérée qui fit mal à la poitrine d'Alex de remords. Les jumelles étaient apparues quelques instants plus tard, encore en pyjama, et leurs cris de joie ravis devant les fraises fraîches avaient porté à travers l'air calme du matin. Ce fut le début. Au cours de la semaine suivante, Alex devint un étudiant de leur vie, apprenant leur routine avec le dévouement d'un homme essayant d'expier des péchés impardonnables. Il découvrit qu'Emily marchait avec les jumelles jusqu'à une garderie de quartier chaque matin à 7h15, sa vieille voiture étant finalement complètement morte. La marche était de près de 3 km aller-retour, ce qui signifiait qu'elle passait 4 heures par jour juste pour amener et ramener ses filles de la garderie. Il apprit qu'elle avait pris un emploi dans un restaurant local, travaillant les services du petit déjeuner et du déjeuner pour un salaire minimum plus les pourboires. Elle venait chercher les jumelles à 16h, les ramenait à la maison pour le dîner et le jeu,
puis travaillait jusqu'à minuit en saisie de données en freelance sur un ancien ordinateur portable. Les colis commencèrent à apparaître avec la régularité d'une horloge, des vêtements pour enfants dans les tailles exactes livrés avec des étiquettes indiquant « Chaque princesse mérite de briller », des jouets éducatifs qui aideraient au développement, accompagnés de notes disant « Pour les esprits en croissance et les cœurs curieux », du matériel d'art, des livres, des puzzles, tout était soigneusement choisi pour enrichir leur vie. Alex fit des recherches sur le développement de l'enfant avec la même intensité qu'il avait autrefois appliquée aux OPA hostiles. Il apprit l'importance de la routine pour les enfants qui avaient subi un traumatisme, et comment le stress financier pouvait affecter la capacité d'un parent à fournir une stabilité émotionnelle. La connaissance rendait ces actions à la fois plus nécessaires et plus inadéquates. Comment quelques cadeaux anonymes pouvaient-ils commencer à guérir les dommages que l'abandon de Marc avait causés? Comment des courses et des jouets pouvaient-ils s'attaquer à l'insécurité fondamentale qui hantait les journées d'Émilie et envahissait ses rêves? Mais les cadeaux semblaient aider, du moins un peu. Alex regarda de sa distance soigneusement maintenue la posture d'Émilie se redresser progressivement, les lignes d'inquiétude constantes autour de ses yeux commençaient à s'estomper légèrement. Les jumelles s'épanouissaient. Il pouvait les voir grandir plus fortes et plus confiantes pendant leur marche quotidienne vers la garderie, leur rire retentissant plus fréquemment alors qu'elles jouaient dans le petit jardin derrière leur immeuble. La livraison la plus significative avait été la 3e, un colis qui comprenait non seulement des nécessités, mais de petits luxes. Du bon café pour Émilie, dont l'épuisement était écrit sur chaque ligne de son visage, des boules de bain qui l'aideraient à se détendre pendant les quelques minutes précieuses qu'elle avait pour elle-même, une bouteille de la lotion à la lavande qu'il l'avait vue admirer à la pharmacie, où elle remplissait les ordonnances des jumelles, mais n'achetait jamais rien pour elle-même. La note avec ce colis était différente, plus personnelle. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Vous méritez de la gentillesse, surtout de votre part. Alex l'avait regardé lire cette note 3 fois, assise sur les marches de son appartement pendant que les jumelles jouaient avec la nouvelle craie de trottoir qu'il avait incluse. Elle avait pressé le papier contre sa poitrine et fermé les yeux, et pendant un instant, il avait vu une partie du poids se soulever de ses épaules. Mais ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant pour compenser véritablement ce qu'il lui avait fait, ce qu'il leur avait fait. Les cadeaux anonymes étaient des pansements sur une blessure qui nécessitait une chirurgie, un soulagement temporaire pour un problème qui exigeait des solutions permanentes. Le point de rupture arriva au cours de la 2e semaine de sa routine d'ange gardien. Alex avait regardé Émilie servir du café à des camionneurs et des ouvriers du bâtiment avec la même grâce douce qu'elle avait montrée aux plantes de bureau. Elle avait l'air épuisée d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Un homme plus âgé au comptoir lui causait des ennuis, se plaignant bruyamment de tout, de la température de son café à la vitesse du service. Alex regarda les épaules d'Émilie se crisper, regarda ses mains trembler alors qu'elle remplissait la tasse de l'homme pour la 3e fois, la regarda retenir la réponse qu'elle voulait lui donner parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail aussi. « Écoutez-moi, ma petite, » disait l'homme, assez fort pour qu'Alex l'entende à travers les fenêtres ouvertes du restaurant. « Je ne sais pas quel est votre problème, mais quand je commande des œufs sur le plat, je veux dire sur le plat, pas cette chose en caoutchouc que vous continuez à m'apporter. »« Je suis tellement désolé, monsieur, » répondit Émilie, sa voix stable malgré l'humiliation. « Laissez-moi vous apporter une nouvelle assiette tout de suite. Vous feriez mieux, et cette fois, essayez de vous rappeler que certains d'entre nous ont de vrais boulots où aller. On ne peut pas tous se permettre de perdre du temps à traîner en ayant l'air joli. » Les mains d'Alex se serrèrent en poing alors qu'il regardait le visage d'Émilie rougir d'embarras. Elle avait déjà assez enduré l'abandon de Marc, sa propre cruauté, d'un monde qui semblait déterminé à la punir pour le crime d'être vulnérable. La regarder souffrir d'une autre humiliation alors qu'elle essayait désespérément de subvenir aux besoins de ses enfants était plus qu'il ne pouvait supporter. Cette nuit-là, il prit une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, il y eut une autre livraison, une semaine de courses, de nouveaux vêtements pour eux 3, du matériel éducatif pour les jumelles et une enveloppe contenant suffisamment d'argent pour couvrir leur loyer pendant 2 mois. Mais cette fois, Alex inclut quelque chose de différent, une simple carte de visite pour une agence d'emploi réputée, accompagnée d'une note qui disait « Vous avez des compétences et des talents que le bon employeur saura apprécier. Vous méritez mieux que de survivre. Vous méritez le succès. » Il avait également passé quelques appels, utilisant son influence pour s'assurer que lorsqu'Émilie contacterait l'agence, elle trouverait des opportunités qui correspondaient à ses capacités et à ses besoins, rien qui ne puisse être retracé jusqu'à lui, mais assez pour lui donner une vraie chance de reconstruire sa vie. En la regardant découvrir la dernière livraison, Alex ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, de l'espoir.
Pas pour lui-même, mais pour elle, pour la femme qui chantait aux fleurs et créait de la magie à partir de rien, qui faisait face à chaque jour avec un courage qu'il ne commençait que maintenant à comprendre. Les jumelles grandissaient plus fortes grâce à l'alimentation constante fournie par les courses. Émilie dormait un peu mieux, la panique constante dans ses yeux étant progressivement remplacée par un optimisme prudent. Les cadeaux anonymes faisaient une différence, mais Alex savait qu'il n'était qu'un début. Il ne pouvait pas défaire sa cruauté, ne pouvait pas reprendre les mots durs ou effacer l'humiliation qu'il lui avait causée, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il trouver un moyen de l'aider à construire quelque chose de mieux, quelque chose qui donnerait à ses enfants la sécurité qu'ils méritaient et à elle la reconnaissance que sa force avait méritée. La routine de l'ange gardien fonctionnait, mais Alex commençait à réaliser que ce dont Émilie avait vraiment besoin n'était pas de la charité. Elle avait besoin de justice. Elle avait besoin que le monde voie ce qu'il avait enfin appris à voir, qu'elle n'était pas faible ou peu fiable. Elle était extraordinaire, et peut-être que s'il était très prudent et très chanceux, il pourrait trouver un moyen de lui donner cette reconnaissance sans détruire le fragile progrès qu'ils avaient tous fait. La femme qui chuchotait aux fleurs méritait que le monde entier l'écoute. Alex était déterminé à s'assurer qu'il le ferait point. Le courage, comme l'a découvert Alex Thorne, pouvait se trouver dans les endroits les plus improbables, comme un bouquet de tournesol acheté à un vendeur de rue et la perspective terrifiante de frapper à une porte à laquelle on n'a aucun droit de s'approcher. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il était devenu le bienfaiteur anonyme d'Émilie. 3 semaines à la regarder de loin, alors que ses cadeaux soigneusement orchestrés aidaient à soulager le pire de ses difficultés financières. L'agence pour l'emploi avait fait son travail à la perfection. Émilie avait maintenant des entretiens alignés avec 3 entreprises différentes, toutes subtilement encouragées à valoriser sa combinaison unique de compétences, de fiabilité et de grâce sous la pression. Alex s'en était assuré grâce à des recommandations soigneusement placées qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'à lui. Mais regarder de loin n'était plus suffisant. Plus il en apprenait sur Émilie et ses filles, plus il se retrouvait à penser à elles pendant les réunions du conseil d'administration, pendant les dîners d'affaires, pendant les longues heures vides dans son Penthouse, quand le succès ressemblait plus à une prison qu'à une réussite. Il voulait les connaître vraiment, pas seulement les observer à travers des téléobjectifs et des rapports de surveillance, ce qui l'a amené à se retrouver sur le trottoir devant l'immeuble d'Émilie un samedi matin, serrant un bouquet de tournesol et se sentant plus nerveux qu'il ne l'avait été avant sa première présentation d'1 million de dollars. L'immeuble semblait différent à la lumière du jour, plus petit, plus usé, mais en quelque sorte plus réel que les monuments de verre et d'acier à l'ambition qui remplissaient son monde habituel. Des voix d'enfants flottaient depuis la petite aire de jeu derrière l'immeuble, se mêlant au son de quelqu'un jouant de la guitare sur un balcon voisin. C'était le genre de communauté qu'il n'avait jamais connue, où les voisins connaissaient le nom des autres et partageaient les tâches de garde d'enfants et empruntaient des tasses de sucre. Alex avait répété son excuse pendant le trajet. Il vérifiait si une ancienne employée s'en était sortie après la nécessité malheureuse de son licenciement. C'était une excuse mince, transparente même pour lui, mais c'était la seule explication à laquelle il pouvait penser qui n'impliquait pas de se confesser à 3 semaines de harcèlement élaboré. La porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit avant qu'il ne puisse se dissuader de sonner, et une femme âgée en sortit, portant un sac de courses qui semblait trop lourd pour sa petite taille. « Oh, laissez-moi vous aider avec ça », a dit Alex automatiquement, tendant la main vers le sac. La femme a eu l'air surprise, mais reconnaissante. « Eh bien, merci, jeune homme. C'est très gentil. Je suis Madame Patel du 2B. Vous êtes ici pour voir quelqu'un ? Émilie, a répondu Alex, soudain conscient à quel point il devait avoir l'air déplacé dans ses vêtements décontractés coûteux et ses cheveux parfaitement coiffés. Le visage de Madame Patel s'est illuminé d'une chaleur authentique. Oh, Émilie, une si douce fille, et ses précieux bébés. Elle a été tellement plus heureuse ces derniers temps. Je pense que ces colis mystérieux ont été une aubaine. Quelqu'un a été très généreux avec cette famille. Alex a senti la chaleur monter à ses joues. Des colis mystérieux ? Quelqu'un a laissé des cadeaux pour eux de l'épicerie, des vêtements pour les filles, des jouets, des livraisons anonymes. Pouvez-vous imaginer ? Cela a restauré ma foi en l'humanité, sachant qu'il y a encore des gens qui aident les autres sans vouloir de reconnaissance. Émilie mérite toutes les gentillesses après ce que ce vaurien de Marie lui a fait subir. L'ascenseur est en panne, a expliqué Madame Patel en conduisant Alex vers les escaliers, il devrait donc monter au 3e étage. Alex ne s'en souciait pas. Cela lui a donné le temps de se calmer, de se préparer à revoir Émilie après des semaines à la regarder de loin. L'appartement 3C avait un paillasson accueillant et un petit carillon éolien qui tintait doucement dans la brise du couloir.
Avant qu'Alex ne perde son courage, il a frappé. La porte s'est ouverte après un moment, révélant Émilie et d'une manière qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. La femme professionnelle nerveuse du bureau avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un complètement à l'aise dans son propre élément. Elle portait un jean délavé et un pull jaune doux qui faisait ressortir les taches dorées de ses yeux bruns. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décontractée qui la rendait à la fois plus jeune et plus belle qu'il ne s'en souvenait. Monsieur Thorne. La surprise dans sa voix était complète, suivie rapidement de la prudence. Que faites-vous ici? Avant qu'Alex ne puisse répondre, deux petites voix s'élevèrent de derrière ses jambes. Maman, c'est qui? Vint la première question, suivie immédiatement de « c'est l'homme aux fleurs » de la deuxième voix. Alex baissa les yeux pour voir deux visages identiques regardant de derrière les jambes d'Émilie, Lily et Sophie encore plus belles de près qu'elle ne l'avait paru de ses observations lointaines. Elles avaient les yeux bruns et chauds et les cheveux bouclés de leur mère, mais là où Émilie semblait prudente, elle semblait curieuse. « Ce sont mes filles » a dit Émilie, sa voix soigneusement neutre. Lily et Sophie. Les filles, voici Monsieur Thorne. Salut, a dit Sophie avec l'amabilité intrépide d'une enfant de 3 ans, tandis que Lily restait timidement en retrait derrière sa sœur. J'ai apporté des fleurs, a dit Alex maladroitement, tendant les tournesols vers Émilie. Je voulais vérifier comment vous alliez après. Après tout ça. Émilie a regardé les fleurs pendant un long moment, et Alex a pu voir le débat interne se dérouler sur son visage. Finalement, elle s'est reculée de la porte. Voulez-vous entrer? Je viens de faire du café, et les filles étaient sur le point de prendre leur goûter de l'après-midi. L'appartement était exactement ce qu'Alex avait prévu, mais rien de ce qu'il avait imaginé. Il était minuscule, mais chaque centimètre rayonnait d'amour et d'attention soignée. Des œuvres d'art d'enfants couvraient le réfrigérateur, une petite table à manger servait également de station d'art, et des jouets étaient éparpillés dans le chaos organisé naturel à toute maison avec de jeunes enfants. Ce qui a le plus frappé Alex, c'est le sentiment de chaleur écrasant. Malgré sa taille modeste, il ressemblait à une maison d'une manière que son Penthouse n'avait jamais eue. Il y avait de la vie ici, des rires dans les murs, de l'amour exprimé dans chaque détail soigneusement arrangé. « S'il vous plaît, asseyez-vous » a dit Émilie, faisant un geste vers le canapé. « Je vais les mettre dans l'eau. Elles sont belles. » Merci. Alex s'est perché sur le bord du canapé, se sentant énorme et déplacé. Les jumelles s'étaient retirées vers leur coffre à jouets, mais continuaient de lui lancer des regards d'une fascination non dissimulée. « Cookies » a annoncé Sophie soudainement, se dandinant avec une assiette qui contenait ce qui semblait être des cookies aux pépites de chocolat fait maison. « Ma maman a fait des cookies. »« C'est très gentil de votre part » a dit Alex, acceptant un cookie légèrement de travers mais qui sentait incroyablement bon. « As-tu aidé ta maman à les faire » Sophie a hoché la tête avec enthousiasme. « J'ai mélangé. » Lily a mis les pépites de chocolat. « Ils ont l'air délicieux » a dit Alex, prenant une bouchée. Le cookie était parfait chaud et moelleux, avec juste le bon équilibre de douceur. « Waouh, c'est incroyable. Maman est la meilleure cuisinière du monde entier » a annoncé Lily, sortant finalement de derrière le coffre à jouets. Elle fait des crêpes qui ressemblent à des animaux et de la soupe qui a le goût de câlin. Émilie est revenue de la cuisine, portant un plateau avec des tasses de café et une assiette de cookies pour les adultes. Alex a remarqué que ses mains tremblaient légèrement, et il a réalisé à quel point cela devait être difficile pour elle. Avoir l'homme qu'il avait licencié assis dans son salon, partageant café et cookies comme s'ils étaient de vieux amis. « Merci » a-t-il dit alors qu'elle lui tendait une tasse. Le café était riche et parfaitement infusé, servi dans une tasse en céramique ébréchée qui portait les mots « Meilleure maman du monde » en lettres décolorées. « Vous avez dit que vous vouliez prendre de nos nouvelles » a dit Émilie, s'installant dans la chaise en face de lui. « Puis-je vous demander pourquoi » Alex a pris une gorgée de café, se donnant du temps pour formuler une réponse qui n'était pas un mensonge complet. « J'ai réfléchi à la façon dont j'ai géré votre licenciement. C'était plus dur que ça n'aurait dû l'être. Je voulais m'assurer que vous et vos filles alliez bien. »« Nous allons bien » a dit Émilie rapidement, bien qu'Alex puisse entendre la touche défensive dans sa voix. « Je me débrouille. Les filles sont en bonne santé et heureuses, et j'ai quelques entretiens d'embauche prometteurs alignés. »« Je suis heureux de l'entendre » a dit Alex, et il le pensait. « Vous méritez de trouver un employeur qui valorise ce que vous apportez. » Sophie avait regardé cet échange avec l'attention innocente d'un enfant,
et maintenant elle est montée sur le canapé à côté d'Alex avec la confiance de quelqu'un qui n'a jamais rencontré d'étranger. « Oh, Tup » a-t-elle demandé, levant les bras vers lui. « Sophie ?» ?»« Non » a dit Émilie rapidement. « Monsieur Thorne est un invité. »« Vous ne pouvez pas, c'est bon » a interrompu Alex, surpris de l'envie qu'il avait de tenir la petite fille. « Vraiment, c'est bon. » Sophie s'est installée sur ses genoux avec la confiance facile de l'enfance, et Alex a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle était chaude et solide et sentait les cookies et le soleil, et quand elle a levé les yeux vers lui avec ses yeux brillants et curieux, il a compris pour la première fois pourquoi les gens parlaient de leur cœur qui fondait. « Tu es vraiment grand » a observé Sophie sérieusement. « Es-tu un géant ?»« Je suis juste une personne normale » a dit Alex, charmé malgré lui. « Mais tu as raison. Je suis assez grand. » Lily a peur des gens grands, a confié Sophie dans un murmure, mais je lui ai dit que tu avais de beaux yeux, alors c'est bon. Alex a regardé Lily, qui était toujours près du coffre à jouer mais le regardait avec un intérêt croissant. Qu'est-ce que tu en penses, Lily? Mes yeux sont-ils assez beaux pour compenser le fait d'être grand? Lily a gloussé et a hoché la tête timidement. Ils sont comme le ciel quand il ne pleut pas, l'innocence du commentaire a frappé Alex comme un coup physique. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait vu quelque chose de bien en lui sans considérer sa richesse ou son pouvoir ou son influence? À quand remontait la dernière fois qu'il avait été jugé uniquement sur la gentillesse de ses yeux plutôt que sur la froideur de ses décisions d'affaires? C'est une belle chose à dire, lui a-t-il dit doucement. Merci. Pendant l'heure qui a suivi, Alex s'est retrouvé entraîné dans le chaos chaleureux de leur routine d'après-midi. Les jumelles lui ont montré leurs œuvres d'art, leurs livres préférés, leur collection de pierres lisses du jardin de l'immeuble. Sophie a insisté pour démontrer sa technique de roulade, tandis que Lily a partagé timidement une histoire sur une princesse qui pouvait parler aux papillons. Émilie a tout regardé avec un étonnement croissant. Cet homme, ce PDG puissant et intimidant qu'il avait licencié avec une telle efficacité froide, était assis sur son canapé de seconde main, écoutant les bavardages de sa fille avec un intérêt et une patience authentiques. « Vous êtes différent » a-t-elle dit pendant un moment où les jumelles étaient distraites par leurs jouets, que ce que je m'attendais. Je veux dire, au bureau, vous sembliez si froid. Impitoyable, complètement dénué d'empathie humaine, a suggéré Alex avec un sourire contrit. J'allais dire concentré, a répondu Émilie diplomatiquement, bien qu'ils sachent tous les deux que sa description était plus précise. Je suis concentré, a dit Alex tranquillement, regardant Sophie arranger soigneusement ses chevaux joués en ligne, peut-être trop concentré. J'ai passé tellement d'années à construire mon entreprise que j'ai oublié qu'il y avait d'autres choses qui valaient la peine d'être construites. Leurs yeux se sont rencontrés à travers le petit espace, et pendant un moment, quelque chose est passé entre la compréhension, peut-être, ou le début de celle-ci. Alex a vu la femme qui créait de la magie à partir de rien, qui chantait pour chasser les peurs de ses enfants et transformait un minuscule appartement en un palais d'amour, et Émilie a vu quelque chose dans son expression qu'elle n'avait pas prévu, la vulnérabilité, le regret et une solitude que l'argent ne pouvait pas guérir. « Voudriez-vous rester pour le dîner » s'est-elle entendue demander. Ce n'est rien de fantaisie, juste des spaghettis et du pain à l'ail, mais il y en a plein. Le sourire d'Alex était doux et sincère, transformant tout son visage. J'aimerais beaucoup. Alors que l'après-midi fondait dans la soirée, alors que les jumelles l'acceptaient progressivement dans leur petit cercle de confiance, Alex a commencé à comprendre ce qui lui avait manqué dans sa poursuite incessante du succès. Il ne s'agissait pas seulement de construire un empire ou d'accumuler de la richesse. Il s'agissait de construire des liens, de créer quelque chose qui comptait au-delà des rapports trimestriels et des marges bénéficiaires. Et peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour apprendre à construire quelque chose de beau. Chapitre 6 Dimanche, balançoire et regard voler la magie, a appris Alex Thorne, pouvait être trouvé dans les moments les plus ordinaires, comme pousser des tout petits jumeaux sur des balançoires de parc pendant que leur mère regardait avec des yeux qui contenaient plus de chaleur qu'il n'en avait jamais vu dirigés vers lui auparavant. L'invitation à dîner avait été le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ce qui avait commencé comme une seule soirée de spaghettis et de conversations timides avait en quelque sorte évolué en une tradition qui définissait maintenant la semaine d'Alex plus que n'importe quelle réunion d'affaires ou jalon d'entreprise. Chaque dimanche, sans faute, il se retrouvait debout devant l'immeuble d'Émilie avec des pâtisseries fraîches de la boulangerie française de l'autre bout de la ville et un cœur qui battait plus vite d'anticipation qu'il ne l'avait jamais fait pour des annonces de fusion. Ce dimanche matin particulier est arrivé peint dans des tons d'or et d'ambre, l'automne s'installant sur la ville comme une couverture douce.
Alex se tenait à l'endroit familier près de la porte d'Emily, équilibrant une boîte de croissants et de danish avec du café qu'il avait appris à préparer exactement comme elle l'aimait. Crème légère, pas de sucre, avec juste un soupçon de cannelle. Gigi. La voix de Sophie a retenti au moment où Emily a ouvert la porte, suivie immédiatement par le son de petits pieds courants sur des planchers de bois dur. Le surnom était apparu lors de sa 3e visite. Né de la prononciation enthousiaste mais imparfaite de son nom par Sophie, Alex s'attendait à le corriger, mais quelque chose dans la joie pure de sa voix quand elle appelait « Gigi » rendait la distance formelle de Monsieur Thorne froide et inutile. « Bonjour, Soleil » a dit Alex alors que Sophie se lançait dans ses bras avec la confiance intrépide qui l'étonnait toujours. « Tu as bien dormi ?»« J'ai rêvé de chevaux volants » a annoncé Sophie sérieusement, et ils étaient violets avec des ailes scintillantes, et ils m'ont laissé en monter un jusqu'au château de nuages où vit la princesse des cookies. « Ça a l'air d'être un excellent rêve » a répondu Alex, la posant sur sa hanche alors que Lily apparaissait dans l'embrasure de la porte, frottant encore le sommeil de ses yeux mais souriant à sa vue. « Bonjour, Gigi » a dit Lily doucement, tendant la main pour son propre câlin. « Si c'est ce que vous aimeriez faire » a dit Alex, regardant par-dessus leur tête où Emily se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux encore ébouriffés par le sommeil et son visage doux avec le genre de paix matinale qu'il avait rarement vu sur quelqu'un. Elle portait une simple robe d'été, de la couleur des feuilles d'automne, rien de coûteux ou de particulièrement à la mode, mais elle la faisait ressembler à quelqu'un qui était sorti d'une peinture. Le dernier mois de repas réguliers et de stress financier réduit avait ramené de la couleur sur ses joues et effacé certaines des rides de soucis qui étaient devenues des caractéristiques permanentes autour de ses yeux. Le parc semble parfait, a-t-elle dit, son sourire sincère et chaleureux. Mais d'abord, café et petit déjeuner. Les filles ont demandé toute la semaine quand Gigi revenait. La routine du matin était devenue aussi naturelle que la respiration. Alex a aidé à mettre la table pendant qu'Emily préparait les assiettes pour les pâtisseries, les jumelles bavardant de tout et de rien en grimpant dans leur siège d'appoint. La conversation coulait facilement maintenant, plus guindée par la gêne de sa présence inattendue dans leur vie. « Comment s'est passé votre entretien vendredi » a demandé Alex en versant du café dans la tasse préférée d'Emily, celle qui était ébréchée avec meilleure maman du monde qu'elle refusait de remplacer, malgré ses offres subtiles de lui acheter un nouvel ensemble. « Vraiment bien, en fait » a répondu Emily, et Alex n'a pas manqué la note de surprise dans sa voix. Ils m'ont offert le poste coordinatrice marketing pour une organisation à but non lucratif qui aide les mères célibataires à trouver un emploi stable. L'ironie ne m'échappe pas, Alex a ressenti une vague de fierté qu'il a soigneusement gardée de son expression. L'organisation à but non lucratif était l'une des 3 organisations à laquelle il avait discrètement fait un don après avoir appris l'entretien d'Emily, s'assurant qu'elles auraient le budget pour offrir des salaires compétitifs à leurs nouvelles recrues. « C'est merveilleux » a-t-il dit, pensant chaque mot. « Vous aiderez les gens qui comprennent exactement ce que vous avez traversé. » « Le salaire est bon aussi » a continué Emily, sa voix portant une note d'incrédulité. « Mieux que ce que je gagnais chez Thorne Enterprises, en fait. J'attends que quelqu'un me dise que c'est une erreur. » Ce n'était pas une erreur. Alex s'en était assuré, mais il ne pouvait pas lui dire sans révéler l'étendue de son implication dans sa vie. Au lieu de cela, il a tendu la main à travers la petite table et a couvert sa main avec la sienne. « Vous le méritez, Emily. Vous méritez la reconnaissance pour votre force et vos compétences. Tout employeur aurait de la chance de vous avoir. » Le contact a envoyé de l'électricité dans leurs 2 bras, et pendant un moment l'air entre eux a semblé scintiller de possibilités. Les yeux d'Emily se sont légèrement élargis, ses joues sont devenues roses, et Alex a réalisé que quelque part entre les matins de pâtisserie et les histoires du coucher, ses sentiments étaient passés de la culpabilité à quelque chose d'infiniment plus complexe et dangereux. « On peut aller au parc maintenant » a interrompu Sophie, inconsciente du moment chargé entre les adultes. « Je veux montrer à Gigi à quelle hauteur je peux me balancer. » Le parc de quartier était à 15 minutes à pied à travers des rues bordées d'arbres où les enfants jouaient à la marelle et les couples âgés entretenaient des jardins. Alex portait les 2 jumelles sur ses épaules, leur rire attirant les sourires des voisins qui s'étaient habitués à voir l'homme d'affaires qui était devenu une partie de la routine du week-end de la famille. « Plus haut, Gigi, plus haut !» Sophie a appelé depuis la balançoire alors qu'Alex lui donnait de douces poussées. « Fais attention, ma chérie » a appelé Emily depuis le banc où elle était assise avec Lily. « Je suis toujours prudent avec une cargaison précieuse » a répondu Alex, croisant le regard d'Emily et tenant son regard assez longtemps pour voir son souffle se couper. La matinée a passé dans un flou d'aventure sur l'aire de jeu. Alex s'est retrouvé à ramper à travers des toboggans en tunnel, à aider à stabiliser de petites mains sur des barres de singe,
et à soulever les deux jumelles sur ses épaules pour des jeux d'avion qui les laissaient tous essoufflés de rire. Mais ce sont les moments calmes qui l'ont le plus affecté. S'asseoir à côté d'Émilie sur le banc pendant que les jumelles exploraient le bac à sable, leurs épaules se touchant juste assez pour envoyer de la chaleur se propager dans sa poitrine, la regarder tresser des fleurs de pissenlit dans les cheveux de Sophie tout en fredonnant une mélodie qu'il n'avait jamais entendue mais qui, d'une certaine manière, sentait qu'elle appartenait à son âme. « Vous êtes bon avec elle », a dit Émilie pendant l'un de ces moments volés, sa voix à peine audible au-dessus du son des enfants qui jouaient. « Elle vous adore. » Le sentiment est mutuel, a répondu Alex, regardant Sophie tenter d'apprendre à Lily à faire une roue. Je n'ai jamais réalisé à quel point il me manquait quelque chose jusqu'à ce que je les rencontre. Jusqu'à ce que je vous rencontre? L'honnêteté de la déclaration les a surpris tous les deux. Émilie s'est tournée pour étudier son profil, notant la façon dont le soleil de l'après-midi faisait ressortir les taches dorées dans ses yeux gris, l'ensemble détendu de ses épaules qu'elle n'avait jamais vu lors de leur première rencontre au bureau. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» a-t-elle demandé tranquillement. « Pour vous rendre si déterminé à garder tout le monde à distance ?» Alex est resté silencieux si longtemps qu'Émilie s'est demandé si elle avait dépassé une frontière invisible. Quand il a finalement parlé, sa voix portait le poids d'anciennes blessures. « Mon père, a-t-il dit simplement, il a construit Thorn Enterprises à partir de rien, et il croyait que le succès exigeait des sacrifices, que les attachements émotionnels étaient des faiblesses qui détruiraient tout ce pour quoi il avait travaillé. J'ai passé mon enfance à essayer de gagner son approbation, et mon âge adulte à essayer de prouver qu'il avait raison. » Alex a regardé les jumelles, qui avaient abandonné leur tentative de roue en faveur de la construction d'un château de sable élaboré. Maintenant, je pense que peut-être il avait tort sur ce qui vaut la peine d'être sacrifié. Ils se sont installés dans un silence confortable, regardant les jumelles, et Alex a été surpris de réaliser qu'il avait commencé à penser à Lily et Sophie comme en particienne, créant de la magie à partir de sable et d'imagination. L'air d'automne était parfait, assez chaud pour s'asseoir confortablement mais assez frais pour laisser entendre le changement de saison. « Alex » a appelé Lily depuis le bac à sable, sa voix portant cette note particulière que les enfants utilisent lorsqu'ils sont sur le point de faire une annonce importante. « On t'a fait un château. Viens voir. » Le château était une merveille architecturale selon les normes d'une enfant de 3 ans, un vaste complexe de tours et de murs décorés de feuilles et de fleurs, et de ce qui semblait être plusieurs petites pierres disposées selon des motifs que seuls les constructeurs comprenaient. « C'est incroyable, » a dit Alex, s'accroupissant pour examiner leur travail avec le sérieux qu'il méritait. « C'est là que vit la princesse des cookies. » « Non. Bête. » Sophie a gloussé, « C'est là que tu vis. » « La princesse des cookies vit dans le château de nuages, tu te souviens? »« C'est le château de Gigi, mon château ?» Alex a regardé entre les jumelles et leur création, quelque chose de chaud et d'inconnu fleurissant dans sa poitrine. « Vous avez construit ça pour moi. »« Oui oui, » a acquiescé Lily solennellement. « Parce que tu fais partie de notre famille maintenant, et les familles construisent des châteaux les unes pour les autres. » La déclaration décontractée a frappé Alex comme un coup physique. Faire partie de leur famille. Quand cela était-il arrivé? Quand avait-il cessé d'être un visiteur pour devenir quelque chose de plus essentiel? Et pourquoi l'idée d'appartenir à cette petite unité parfaite semblait-elle plus précieuse que tout ce qu'il avait jamais accompli dans sa vie professionnelle? C'est le plus beau château que quiconque m'ait jamais construit, a-t-il dit, sa voix légèrement rauque d'émotion. Merci. L'après-midi s'est étiré dans l'heure dorée, ce moment magique où tout semblait touché par la poussière de fée et la possibilité. Ils sont passés de l'ère de jeu au petit étang, où les canards pagaillaient en cercle paresseux, Alex achetant des sacs de miettes de pain à un vendeur pour que les jumelles puissent les nourrir correctement. Ne jette pas tout en même temps, a demandé Émilie à Sophie, qui vibrait d'excitation à l'idée d'interagir avec les canards. Juste un petit peu à la fois pour qu'ils ne soient pas trop rassasiés. Alex a regardé Émilie guider leur fille à travers l'art de nourrir les canards, sa patience infinie et sa joie dans leur émerveillement absolu. Elle l'a surpris en train de la regarder et a souri, cette expression radieuse qui semblait illuminer tout autour d'elle. « Quoi » a-t-elle demandé, mal à l'aise. En rentrant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu es belle » a dit Alex simplement, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les arrêter. « La façon dont tu les aimes, la façon dont tu vois la magie en tout. Tu es la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. » Les joues d'Émilie sont devenues roses et elle a détourné le regard comme si l'intensité de son regard était trop forte. « Alex, je sais, a-t-il dit rapidement. Je sais que c'est compliqué.
Je sais que je suis l'homme qui t'a licencié, qui a rendu ta vie plus difficile alors qu'elle était déjà impossible. Mais Émilie, Regarde, a interrompu la voix excitée de Lily, quelle que soit la confession qu'Alex s'apprêtait à faire. Les canards dansent. Effectivement, 2 canards colverts effectuaient ce qui semblait être un rituel de parade élaboré, tournant l'un autour de l'autre avec des mouvements de coups gracieux et de doux sons de canards. Les jumelles étaient enchantées, tapant des mains et gloussant devant le spectacle. Ils sont amoureux, a annoncé Sophie avec la certitude de quelqu'un qui comprenait les choses les plus importantes du monde. Comme dans les histoires de maman sur la princesse et le prince. Alex a rencontré les yeux d'Émilie par-dessus la tête des jumelles. Et à ce moment-là, entouré de canards dansants et d'enfants rieurs, il a vu son avenir se refléter dans son regard brun et chaud. C'était un avenir qui ne ressemblait en rien au succès froid qu'il avait toujours poursuivi, mais il était plus beau que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Alors qu'ils rentraient chez eux dans le crépuscule naissant, les jumelles fatiguées et heureuses entre eux, Alex a réalisé que quelque part dans l'espace entre les matins de pâtisserie et les aventures sur l'aire de jeu, il était tombé complètement, irrévocablement amoureux pas seulement d'Émilie, mais de tous. De la vie qu'ils avaient construite ensemble. De la famille qu'ils devenaient. La question était maintenant de savoir s'il avait le courage de risquer tout ce qu'il avait construit pour la chance d'obtenir quelque chose d'infiniment plus précieux. Mais alors que Sophie glissait sa petite main dans la sienne et que Lily se penchait contre son flanc, Alex a commencé à penser que peut-être certains risques valaient la peine d'être pris. Peut-être que l'amour était la seule réussite qui comptait vraiment. Chapitre 7. Danser sous la pluie. Parfois, les moments les plus parfaits arrivent déguisés en désastre, et parfois la tempête qui vous trempe jusqu'aux os est exactement ce dont vous avez besoin pour laver tout ce qui n'a pas d'importance. Les prévisions météorologiques avaient promis un beau samedi, parfait pour l'aventure prolongée au parc qu'Alex avait planifié. Il avait préparé un pique-nique élaboré. Des sandwichs gourmands. Des fruits frais. Des cookies faits maison qu'il avait tenté de faire lui-même. Et du cidre pétillant dans un vrai panier en osier. Gigi. Elle a. La voix de Sophie a traversé l'appartement d'Émilie au moment où il a frappé, suivi de petits pieds courants sur des planchers de bois dur. Quand Émilie a ouvert la porte, Alex a senti son souffle se couper, comme à chaque fois qu'il la voyait. 6 semaines de repas réguliers et de stress réduit avaient fait ressortir un éclat dans sa peau et une légèreté dans sa démarche qui la faisait ressembler à quelqu'un qui était éclairé de l'intérieur. Aujourd'hui, elle portait une simple robe d'été blanche avec de minuscules fleurs bleues, ses cheveux lâchés sur ses épaules et son maquillage subtil mais parfait. Mais c'était son expression qui l'a presque mis à genoux. Émerveillement. Joie. Et un amour si pur et si lumineux qu'il semblait tout illuminer autour d'elle. Quelqu'un est excité, a-t-elle dit en riant alors que les 2 jumelles s'attachaient aux jambes d'Alex comme de petites moules enthousiastes. On part en grande aventure, a annoncé Lily. Sa timidité habituelle oubliée dans son excitation. Maman a dit qu'on peut jouer dans le grand parc avec les grands toboggans et nourrir les canards, a ajouté Sophie, et faire un pique-nique comme dans les films. Le cœur d'Alex a fait quelque chose de compliqué et de merveilleux en regardant leurs visages tournés vers le haut. Quelque part au cours du mois et demi dernier, ces petites filles étaient devenues la partie la plus brillante de sa semaine. Leur affection inconditionnelle guérissant des parties de lui qu'il n'avait même pas réalisé qu'elles étaient brisées. C'est ça, a-t-il dit, soulevant le panier de pique-nique plus haut sur son bras. On va vivre la meilleure aventure de tous les temps. Mais d'abord, je dois voir si ta maman est prête à venir jouer avec nous. Je suis prête, a dit Émilie, mais Alex a décelé une légère incertitude dans sa voix. C'était leur première vraie sortie au-delà du parc de quartier, leur première fois à s'aventurer dans ce qui ressemblait à un vrai rendez-vous, même avec les jumelles comme chaperons enthousiastes. Le parc principal de la ville était à 20 minutes en voiture de l'autre bout de la ville, un vaste espace vert avec plusieurs aires de jeu, des sentiers de randonnée et un grand étang où les familles amenaient souvent les enfants pour nourrir les canards et les cygnes. Alex l'avait choisi spécifiquement parce qu'il offrait assez de variété pour divertir les jumelles pendant des heures, mais aussi parce qu'il avait des aires de pique-nique isolées où il pourrait trouver le courage de dire à Émilie ce qu'il ressentait pour elle. Regarde toutes les fleurs, a couiné Sophie en marchant à travers l'entrée du parc, sa main fermement serrée dans celle d'Alex tandis que Lily tenait la main de sa mère de l'autre côté. Le parc était dans toute sa gloire automnale, les érables peints dans des tons d'or et d'écarlate, les massifs de fleurs encore en fleurs avec des chrysanthèmes de fin de saison, et le genre d'air vif qui rendait tout plus vivant et plus coloré. D'autres familles étaient dispersées sur les espaces verts, des enfants courant et jouant tandis que les parents étalaient des couvertures et déballaient des festins de week-end élaborés. Où devons-nous installer notre pique-nique, a demandé Alex,
inspectant les endroits disponibles avec l'œil stratégique qu'il réservait habituellement aux décisions d'affaires. Là, a pointé Lily vers un groupe de chênes près de l'étang où l'ombre fournirait un soulagement du soleil d'après-midi inopinément chaud. Sous les jolis arbres, ils ont étendu la couverture à carreaux qu'Alex avait acheté spécifiquement pour cette occasion, les jumelles réclamant immédiatement des coins et commençant à organiser leur collection de petits jouets autour du périmètre. Alex a commencé à déballer le pique-nique avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui voulait que tout soit parfait, tandis qu'Emily aidait les filles à s'installer pour leur festin en plein air. « Vous avez vraiment fait tout votre possible », a dit Emily doucement, le regardant arranger les sandwichs gourmands sur de vraies assiettes au lieu de celles en papier. « C'est incroyable, Alex. »« Je voulais que ce soit spécial », a-t-il répondu, rencontrant ses yeux avec une intensité qui a fait rougir ses joues. « Vous méritez tous du spécial. » Le pique-nique était un chef-d'œuvre de chaos contrôlé. Les jumelles se sont délectées de chaque partie du repas, des sandwichs fantaisistes au cidre pétillant qu'elles avaient le droit de boire dans de vrais verres, parce que, c'est un pique-nique pour adultes. Alex s'est retrouvé à se détendre d'une manière qu'il avait oublié être possible, couché sur le dos sur la couverture pendant que Sophie utilisait sa poitrine comme table pour ses tranches de pommes, et que Lily tressait de l'herbe en motif élaboré à côté de sa tête. « Vous êtes différent ici », a observé Emily, s'installant à côté de lui sur la couverture avec son propre verre de cidre. « Plus vous-même, je pense. »« C'est moi-même », a dit Alex, surpris par la vérité de la chose. « J'ai juste oublié pendant un moment. L'homme au bureau, celui qui vous a licencié, c'était quelqu'un que je pensais devoir être. » Mais ça, il a fait un geste autour d'eux, englobant le parc, le pique-nique, les rires des jumelles, ça ressemble à qui je suis vraiment. « J'aime qui vous êtes vraiment, » a dit Emily tranquillement, ses doigts jouant avec le bord de la couverture. « Les filles vous adorent, vous savez. Elles parlent de vous toute la semaine, Gigi ceci et Gigi cela. Je pense qu'elles ont décidé que vous êtes permanent. » « C'est ce qu'elles ont décidé, » a demandé Alex, se tournant sur le côté pour lui faire face correctement. « Qu'est-ce que vous avez décidé ?» Avant qu'Emily ne puisse répondre, Sophie a repéré les équipements de l'aire de jeu au loin et a poussé un cri de joie. Des balançoires. Les grandes balançoires. On peut aller jouer, maman, s'il te plaît? Le moment a été interrompu, mais pas de manière désagréable. Ils ont rangé les fournitures de pique-nique et ont migré vers l'aire de jeu, où les jumelles ont immédiatement commencé une exploration élaborée de chaque toboggan, balançoire et structure d'escalade. Alex s'est retrouvé à les suivre comme un garde du corps dévoué, attrapant Lily au bas des toboggans et poussant Sophie sur des balançoires qui étaient plus hautes que tout ce qui se trouvait dans leur parc de quartier. C'est en aidant Sophie à naviguer sur les barres de singe qu'Alex a remarqué le changement dans le ciel. Ce qui avait été un après-midi parfaitement clair se remplissait rapidement de nuages sombres qui semblaient être apparus de nulle part. Emily a levé les yeux vers le ciel et a froncé les sourcils. Ça est sorti de nulle part. Peut-être devrions-nous. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber au moment où elle parlait, de grosses gouttelettes qui éclaboussaient les équipements de l'aire de jeu et envoyaient d'autres familles se précipiter vers leur voiture avec des cris de surprise. La pluie. A appelé Sophie depuis les barres de singe, sa voix remplie de joie plutôt que d'inquiétude. Il pleut. Venez, les filles, a appelé Emily, se dirigeant vers l'aire de jeu avec l'intention claire de récupérer ses filles et de se mettre à l'abri. On doit aller à la voiture avant que ça empire. Mais les jumelles avaient des idées différentes. Au lieu de courir pour s'abriter, Lily et Sophie se sont regardées avec le genre de communication sans voix que seules les jumelles possédaient, puis elles ont commencé à rire, pas le rire prudent et poli des enfants qui essaient d'être sages, mais le rire sauvage et joyeux de petites personnes qui venaient de réaliser que la pluie n'était pas une chose à craindre, mais une chose à célébrer. Danse avec la pluie. A appelé Sophie, tournant en cercle avec ses bras tendus alors que les gouttes commençaient à tomber plus régulièrement. Danse avec la pluie. A fait écho Lily, abandonnant sa conquête timide pour rejoindre sa sœur dans une célébration impromptue de l'averse inattendue. Les filles, venez, a dit Emily. Mais sa voix manquait de conviction. Elle souriait malgré elle, regardant ses filles embrasser la tempête avec le genre de joie intrépide que les adultes passaient leur vie entière à essayer de retrouver. La pluie tombait pour de bon maintenant, passant de gouttes éparses à une averse régulière qui a envoyé les dernières familles courir pour s'abriter. Le parc se vidait rapidement, ne laissant que 4 debout sous l'averse de plus en plus forte. « Maman, danse avec nous », a appelé Sophie, ses cheveux déjà collés à sa tête et sa robe trempée. La pluie veut danser. Alex a regardé le débat interne d'Emily se dérouler sur son visage.
L'adulte responsable qui savait qu'il devait chercher un abri, en guerre avec la femme qui avait appris à trouver de la magie dans des endroits improbables, la femme qui murmurait aux fleurs et chantait des berceuses pour chasser les cauchemars. Et puis, comme si elle prenait une décision qui changerait tout, Émilie est entrée sous la pluie. Elle a bougé lentement au début, gênée, ses mains tendues pour attraper les gouttelettes qui trempaient rapidement sa robe d'été. Mais alors que les jumelles acclamaient et tendaient la main vers elle, quelque chose a changé dans son expression. Le contrôle prudent qu'elle maintenait s'est dissous, remplacé par quelque chose de sauvage et de beau, et complètement libre. « Allez, Gigi » a appelé Lily, sa voix à peine audible au-dessus du son de la pluie sur les équipements de l'aire de jeu. « Danse avec nous. » Alex s'est tenu au bord de l'aire de pique-nique couverte, regardant les 3 personnes les plus importantes de son monde tourner et rire sous la pluie, et a senti quelque chose de fondamental bouger à l'intérieur de sa poitrine. C'était le moment, a-t-il réalisé, le choix entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il voulait devenir. Il est entré dans la tempête. La pluie était chaude malgré l'air frais, trempant sa chemise coûteuse et ses cheveux parfaitement coiffés en quelques secondes. Mais alors que Sophie attrapait une main et que Lily attrapait l'autre, alors que le rire d'Émilie retentissait pur et joyeux à travers le parc vide, Alex a découvert qu'être trempé jusqu'aux os n'avait jamais autant ressemblé à voler. Ils ont dansé en cercle, tous les 4, tournant et trébuchant et riant jusqu'à ce que leur côté leur fasse mal. Les jumelles chantaient des chansons inventées sur l'effet de la pluie et les flaques d'eau dansantes, leurs voix aiguës et douces au-dessus du son de l'averse. Alex les a soulevées une par une, les faisant tourner dans les airs pendant qu'elles poussaient des cris de joie, et Émilie applaudissait ses encouragements. Et puis, comme chorégraphié par une intervention divine, les jumelles ont lâché leurs mains et ont couru vers une flaque d'eau particulièrement grande qu'elles avaient repérée près des balançoires, laissant Alex et Émilie seuls au centre de leur piste de danse improvisée. La pluie avait ralenti pour devenir une douce averse, mais ils étaient tous les deux complètement trempés, les cheveux dégoulinants et les vêtements collants, et le maquillage, dans le cas d'Émilie, complètement lavé. Elle était absolument belle, a pensé Alex. Plus belle qu'elle ne l'avait jamais été dans un moment soigneusement composé, car c'était Émilie complètement sans garde, complètement libre, complètement elle-même. « Salut » a-t-elle dit doucement, réalisant soudain qu'ils se tenaient très près l'un de l'autre au milieu d'un parc vide, les rires de leurs enfants fournissant une bande sonore à ce qui ressemblait au moment le plus important de sa vie. « Salut » a répondu Alex, sa voix rauque d'émotion, ses mains ont trouvé sa taille sans décision consciente, s'y installant aussi naturellement que s'ils avaient fait cette danse 1000 fois auparavant. « Je dois avoir l'air terrible » a dit Émilie mal à l'aise, repoussant ses cheveux mouillés de son visage. « Tu as l'air parfaite » a dit Alex, et il le pensait de toutes les fibres de son être. « Tu as l'air absolument parfaite. » Ils ont commencé à bouger ensemble, ne dansant pas vraiment, mais se balançant au rythme de la pluie et de leur propre battement de cœur. Les mains d'Émilie sont venues se poser sur la poitrine d'Alex, et elle a pu sentir son cœur battre sous ses paumes. « Alex » a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible. « Je sais » a-t-il dit, comprenant ce qu'elle ne pouvait pas dire. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que je suis la dernière personne qui devrait être ici avec toi. Mais Émilie, je t'aime » a-t-elle dit soudainement, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Je t'aime, et je ne sais pas quand c'est arrivé ou comment c'est arrivé. Mais je t'aime. J'aime la façon dont tu es avec les filles, et j'aime la façon dont tu me fais sentir que je vaux quelque chose de plus que juste survivre. Et je suis terrifié, parce que je ne peux pas me permettre de me tromper à ce sujet. » La réponse d'Alex a été de prendre son visage dans ses mains et de l'embrasser doux et désespéré sous la pluie chaude. C'était leur premier baiser, mais il a eu l'impression de rentrer à la maison après une vie d'errance. Émilie s'est fondue en lui, ses bras s'enroulant autour de son cou, et pendant un moment, le reste du monde a complètement disparu. Quand ils se sont séparés, tous les deux respirant fort, Alex a reposé son front contre le sien. « Je t'aime aussi » a-t-il chuchoté. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. J'aime la façon dont tu chantes aux fleurs et la façon dont tu fais en sorte que nos filles se sentent en sécurité, et la façon dont tu m'as appris qu'il y a des choses plus précieuses que l'argent ou le pouvoir ou le succès. » « Nos filles » a demandé Émilie, sa voix douce d'émerveillement. « Si tu veux bien de moi » a dit Alex. « Si tu me laisses faire partie de cette famille que tu as construite, je veux t'aimer et te protéger et construire quelque chose de beau avec toi pour le reste de ma vie. » Leur deuxième baiser a été interrompu par des cris de joie de jumelles. « Maman et Gigi s'embrassent » a annoncé Sophie au parc vide avec l'enthousiasme de quelqu'un qui fait une découverte révolutionnaire. « Comme la princesse et le prince » a ajouté Lily, tapant des mains. Alex et Émilie se sont séparés,
riant malgré leur gêne. Les jumelles se tenaient dans leur flaque d'eau, trempées et boueuses et souriant avec un plaisir absolu devant ce développement de leur conte de fées préféré. « Venez ici, vous deux » a appelé Émilie, ouvrant ses bras pour rassembler ses filles dans l'étreinte. Ils se sont tenus là sous la pluie, tous les quatre, se tenant près les uns des autres alors que la tempête passait au-dessus et laissait le monde laver à nouveau. Alex n'avait jamais imaginé que le bonheur pouvait ressembler à ça désordonné et chaotique et absolument parfait. Alors qu'ils se dirigeaient finalement vers la voiture, tous trempés et frissonnants mais rayonnants de joie, Alex a réalisé que c'était le moment où sa vraie vie avait commencé. Tout avant cela, la construction de l'Empire, la poursuite impitoyable du succès, le contrôle prudent de chaque émotion avait été une préparation pour cet après-midi unique, parfait, trempé de pluie où il avait appris à danser. La tempête était passée, mais la magie qu'elle avait apportée durerait pour toujours. Chapitre 8 La vérité dans les confessions murmurer la vérité, a découvert Alex Thorne, était à la fois le fardeau le plus lourd et la plus grande liberté qu'un homme pouvait porter. Et ce soir, alors qu'il était assis dans la petite cuisine d'Émilie, la regardant faire du thé avec des mains tremblantes, il savait que le temps de porter seul des fardeaux était enfin terminé. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'après-midi trempé de pluie qui avait tout changé, 2 semaines de baisers volés et de mots doux chuchotés, 2 semaines d'apprentissage à aimer tout en naviguant dans les complexités d'une famille instantanée. Les jumelles avaient embrassé la nouvelle relation de leur maman avec une approbation enthousiaste, comprenant que la présence d'Alex signifiait plus de rire, de meilleures histoires du coucher et des promenades sans fin sur le dos. Mais Alex portait un secret qui devenait plus lourd à chaque jour qui passait, à chaque moment de bonheur construit sur des vérités cachées. Chaque fois qu'Émilie s'émerveillait de sa bonne fortune, des cadeaux anonymes qui les avaient soutenus pendant les pires moments, de l'opportunité d'emploi qui était apparue juste au moment où elle en avait le plus besoin, Alex sentait le poids de sa tromperie comme une pierre dans sa poitrine. Ce soir, après avoir bordé les jumelles au lit avec leur histoire préférée sur les princesses courageuses et les jardins magiques, Alex s'était attardé au lieu de retourner à son pentouse. Quelque chose dans l'expression d'Émilie lui disait qu'elle sentait son agitation, la façon dont il avait du mal à croiser son regard. « Vous êtes différent ce soir » a dit Émilie doucement, posant une tasse fumante de thé à la camomille devant lui. Distant. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» L'inquiétude dans sa voix a failli briser sa résolution. Comment pouvait-il dire à cette femme incroyable, forte et belle qui avait appris à lui faire confiance avec son cœur et ses enfants, que toute leur relation était construite sur un mensonge, qu'il avait manipulé sa vie depuis l'ombre pendant des mois, jouant à être Dieu avec son bonheur tout en prétendant n'être rien de plus qu'un PDG repenti qui était tombé amoureux de sa force. « Tu n'as rien fait de mal » a dit Alex, sa voix rauque d'émotion. « Tu es parfaite, Émilie. Vous et les filles. Vous êtes tout ce que je n'aurais jamais su vouloir. C'est pourquoi je dois vous dire la vérité. » La main d'Émilie s'immobilisa sur sa tasse, et Alex vit la peur traverser son regard. La vérité à propos de quoi? Alex se leva brusquement, arpentant la petite fenêtre qui donnait sur le jardin de l'immeuble. Ce même jardin où il l'avait vu pour la première fois avec les jumelles, où il l'avait regardé créer de la magie à partir de rien, tandis qu'il nourrissait sa culpabilité comme une plaie béante. À propos de tout, dit-il, son reflet spectral dans la vitre de la fenêtre. De comment je vous ai trouvé. Des cadeaux. Du travail. De tout, en fait. Alex, vous me faites peur. La voix d'Émilie n'était qu'un murmure, et quand il se retourna vers elle, il la vit se serrer dans ses bras, comme si elle essayait de maintenir son monde en un seul morceau par la seule force de sa volonté. Le soir où je vous ai renvoyé, commença Alex, d'une voix calme et mesurée, comme s'il faisait une présentation professionnelle plutôt que de se confesser à la femme qu'il aimait, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à ce que vous aviez dit, que vos filles comptaient sur vous, que vous n'aviez nulle part où aller. Il revint à la table, s'asseyant en face d'elle pour qu'elle puisse voir son visage, pour qu'elle sache que chaque mot était vrai. Je me suis senti coupable, continua-t-il. Plus que coupable. J'avais l'impression d'avoir détruit quelque chose de précieux sans en comprendre la valeur. Alors je vous ai suivi jusqu'à chez vous. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, mais elle ne dit rien. Alex la voyait assimiler l'information, essayant de concilier l'homme dont elle était tombée amoureuse avec cet étranger qui l'avait apparemment traqué. Je vous ai regardé avec Lily et Sophie dans le jardin, dit Alex, sa voix s'adoucissant avec le souvenir. J'ai vu à quel point vous les aimiez, comment vous créiez de la joie à partir de rien, comment vous leur chantiez des chansons et les rassuriez, même si votre monde était en train de s'écrouler. Et j'ai réalisé que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Vous m'avez regardé, répéta Émilie, d'une voix neutre.
Vous m'avez suivi et vous m'avez regardé avec mes enfants. Je sais ce que ça donne, dit Alex vivement. Je sais que ça donne l'impression que je suis une sorte de prédateur ou de harceleur, mais ce n'était pas ça. J'étais noyé dans la culpabilité, Émilie. J'ai détruit votre vie en me basant sur des préjugés et des suppositions, et je ne pouvais pas vivre avec ce que j'avais fait. Émilie se leva brusquement, arpentant la cuisine comme si elle avait besoin de distance physique pour digérer ce qu'il lui disait. Alors vous avez décidé de jouer à Dieu avec nos vies. C'est ce que vous êtes en train de dire? Les courses, dit Alex, se forçant à continuer malgré l'horreur dans sa voix. Les vêtements pour les filles, les jouets, l'argent, tout ça venait de moi. Je ne pouvais pas réparer ce que j'avais fait, mais j'ai pensé que je pourrais peut-être vous aider sans que vous le sachiez. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Alex regarda les émotions se succéder sur le visage d'Émilie, le choc, la trahison, la douleur, et enfin une froide fureur qui lui rappelait désagréablement sa propre expression le matin où il l'avait renvoyée. Le travail, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Mon entretien, l'ONG qui m'a offert exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'en avais le plus besoin, c'était vous aussi, n'est-ce pas? Alex hocha la tête, incapable de faire confiance à sa voix. À quel point, demanda Émilie. À quel point avez-vous contrôlé ma vie? Quelle part de notre bonheur est réelle, et quelle part n'est qu'un de vos dons de bienfaisance? Les sentiments sont réels, dit Alex désespérément, se levant et se rapprochant d'elle. Tout ce qu'il y a entre nous, tout ce qu'il y a avec les filles, c'est tout réel, Émilie. Je ne peux pas feindre la façon dont Sophie s'endort sur mon torse pendant les soirées cinéma, ou la façon dont Lily me demande de vérifier qu'il n'y a pas de monstre sous son lit. Je ne peux pas feindre de vous aimer tellement que c'est comme respirer. Mais vous pouvez feindre tout le reste, apparemment. La voix d'Émilie était froide, mais Alex vit des larmes s'accumuler dans ses yeux. Vous pouvez manipuler toute mon existence, puis vous asseoir ici, me raconter des histoires pour enfants et m'embrasser pour me dire bonne nuit, comme si vous ne tiriez pas secrètement toutes les ficelles. J'ai arrêté, dit Alex, le désespoir s'infiltrant dans sa voix. Il y a des mois, j'ai arrêté les cadeaux anonymes. Une fois que j'ai appris à vous connaître, une fois que j'ai réalisé ce que je ressentais pour vous, je ne pouvais plus continuer à mentir. Mais vous avez continué à mentir, souligna Émilie. Ses bras étaient fermement croisés sur sa poitrine. Tous les jours pendant des mois, vous m'avez menti. Chaque fois que j'ai remercié Dieu pour ce bienfaiteur mystérieux qui nous a sauvés, chaque fois que je m'émerveillais de notre chance, vous étiez juste là, et vous me laissiez croire à des contes de fées. Alex sentit son monde se fissurer, tout comme celui d'Émilie ce terrible matin dans la salle de conférence. Mais contrairement à ce jour-là, il méritait cette dévastation. Il avait mérité chaque parcelle de la douleur dans sa voix, chaque larme qui coulait maintenant librement sur ses joues. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, dit-il doucement. Je sais que j'ai trahi votre confiance de la pire des manières. Mais Émilie, s'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis que tout ce que je ressens pour vous est réel. L'homme qui est tombé amoureux de vous, et des filles, c'est ce que je suis vraiment. Pas le PDG qui vous a renvoyé. Pas le manipulateur qui a essayé de contrôler votre vie depuis l'ombre. Est-ce le cas? Demanda Émilie, sa voix se brisant. Parce que je ne sais plus. Je ne sais plus ce qui est réel, et ce qui n'est qu'une autre mise en scène. Avez-vous planifié ça aussi? Avez-vous orchestré de tomber amoureux de moi dans le cadre d'une stratégie élaborée de gestion de la culpabilité? Non, dit Alex farouchement. C'est la seule chose que je n'ai jamais planifiée. Tomber amoureux de vous, avoir besoin de vous, vouloir construire une vie avec vous et les filles. Ça m'a pris complètement par surprise. C'est pourquoi je devais vous dire la vérité. Parce que je ne peux pas construire quelque chose de réel sur une base de mensonges. Émilie s'effondra sur une des chaises de la cuisine, la tête dans les mains. Je vous ai fait confiance, murmura-t-elle. Je vous ai laissé entrer dans nos vies, dans le cœur de mes filles. Je pensais que nous avions enfin eu un coup de chance. Je pensais que l'univers essayait peut-être de nous compenser le départ de Marc. La mention du nom de son ex-mari frappa Alex comme un coup physique. Émilie, je ne suis pas Marc. Je ne vais pas vous abandonner. Il a fait des erreurs. Des erreurs terribles, impardonnables. Mais je suis là pour essayer de les corriger. Est-ce le cas? Émilie leva les yeux vers lui, des yeux rougis par les larmes mais flamboyants d'une colère qui lui rappela pourquoi il était tombé amoureux de sa force. Ou essayez-vous simplement de gérer la situation?
de nettoyer un autre gâchis qui pourrait affecter votre réputation? Ça n'a rien à voir avec ma réputation, dit Alex, s'asseyant de nouveau en face d'elle. Ça a à voir avec le fait que je vous aime tellement que ça me terrifie. Ça a à voir avec le fait que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose de plus important que le succès, l'argent ou le pouvoir. Vous, Lily et Sophie, vous êtes mon monde entier maintenant. Mais c'est un monde que vous avez bâti, dit Emily avec amertume. Notre stabilité, notre bonheur, même notre capacité à croire en l'avenir, tout cela est artificiel. Tout dépend de votre charité et de votre manipulation continue. Non, dit Alex fermement. C'est vous qui avez bâti ce monde, Emily. Vous avez créé un foyer rempli d'amour, à partir de rien d'autre que de la détermination et de l'espoir. Vous avez élevé 2 filles incroyables qui voient de la magie partout où elles regardent. Vous avez transformé un petit appartement en un palais du bonheur. Tout ce que j'ai fait, c'est enlever certains des obstacles qui vous rendaient la survie plus difficile. Certains des obstacles. Le rire d'Emily était perçant et amer. Alex, vous étiez le plus grand obstacle. Vous m'avez renvoyé, vous vous souvenez? Vous avez mis ces obstacles-là en premier lieu. La vérité de cette déclaration frappa Alex comme un coup de massue. Elle avait raison. Il avait créé la crise, puis s'était nommé sauveur. Il avait détruit sa vie puis l'avait reconstruite selon sa propre vision de ce dont elle avait besoin. Vous avez raison, dit-il doucement. J'ai créé le problème que j'essayais de résoudre. Je vous ai blessé, puis je me suis convaincu que j'aidais en essayant de réparer ce que j'avais brisé. Mais Emily, les sentiments sont toujours réels. Ce que nous avons ensemble est basé sur un mensonge, l'interrompit Emily. Comment suis-je censé faire confiance à quoi que ce soit que vous dites maintenant? Comment suis-je censé savoir si vous m'aimez vraiment ou si vous essayez simplement d'apaiser votre culpabilité en jouant à la famille avec la famille que vous avez détruite? Alex sentit des larmes brûler derrière ses yeux. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis qu'il était enfant. Parce que je vous le dis maintenant, dit-il désespérément, parce que je risque de perdre tout ce qui compte pour moi en vous disant la vérité. Si tout cela n'était qu'une question de gestion de la culpabilité, j'aurais gardé le silence et vous aurais laissé continuer de croire aux bienfaiteurs anonymes et aux coups de chance. Mais vous ne l'avez pas fait, fit remarquer Emily. Vous me l'avez dit parce que la culpabilité vous rongeait, pas parce que vous avez soudainement développé une conscience à propos de me mentir. Elle avait encore raison. Et Alex le savait. Il avait avoué parce que porter le secret était devenu insupportable, pas parce qu'il avait atteint une épiphanie morale sur l'honnêteté dans les relations. J'ai besoin que vous partiez, dit soudainement Emily, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient toujours sur ses joues. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. J'ai besoin de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, Emily, s'il vous plaît. Les filles dorment, dit-elle, se levant et se dirigeant vers la porte. Je ne veux pas qu'elles se réveillent et nous voient comme ça. Je ne veux pas qu'elles sachent que leur monde pourrait s'écrouler à nouveau. Alex se leva lentement, son cœur se brisant à chaque pas vers la porte. Est-ce que je peux encore les voir? Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais elles comptent tout pour moi. Je ne sais pas, dit Emily honnêtement. J'ai besoin de les protéger, Alex. Elles ont déjà perdu une figure paternelle. Je ne peux pas les laisser s'attacher davantage si vous allez disparaître quand la culpabilité finira par s'estomper. Je ne vais pas disparaître, dit Alex farouchement. Quoi qu'il se passe entre nous, je n'abandonnerai jamais ces filles. Ce sont mes filles maintenant, de toutes les manières qui comptent. Est-ce le cas? Demanda Emily, sa main sur la poignée de porte. Ou sont-elles juste une autre obligation que vous avez prise pour équilibrer les plateaux de votre conscience? Alex n'eut pas de réponse à cela, pas une qui les satisferait tous les deux. Alors il partit, marchant dans la nuit avec un goût de pluie et de larmes dans la bouche, se demandant s'il venait de perdre la seule chose qui l'avait jamais rendu vraiment heureux. Derrière lui, Emily ferma la porte et glissa le long de celle-ci pour s'asseoir sur le sol, se permettant enfin de pleurer pour le conte de fées qui s'était avéré n'être qu'un autre mensonge soigneusement construit. Mais dans son cœur, sous la colère, la trahison et la douleur écrasante, une petite voix murmura que peut-être, juste peut-être, certains mensonges étaient dits par amour, plutôt que par malice. Et peut-être, si elle était très courageuse et très prudente, y aurait-il encore un moyen de construire quelque chose de réel à partir des cendres de ce qu'ils avaient perdu. La vérité était révélée maintenant. Laide, compliquée et douloureuse. Mais la vérité, même quand elle faisait mal, était toujours la seule fondation assez solide pour construire un avenir.
Chapitre 9, les ombres du passé. Certains fantômes refusent de rester enterrés, et certaines ombres du passé arrivent exactement au moment où l'on pense avoir enfin trouvé la lumière. Alex Thorne vivait dans un purgatoire depuis 2 semaines. 2 semaines depuis qu'Emily lui avait demandé de partir, 2 semaines depuis qu'il avait avoué sa tromperie, 2 semaines de nuits blanches et de jours sans fin sans le son des rires de Lily et Sophie ou la chaleur du sourire d'Emily. Il s'était jeté dans le travail avec une intensité désespérée, mais les documents de fusion et les rapports trimestriels semblaient être des distractions insignifiantes par rapport à ce qui importait vraiment. Chaque matin, il passait devant le restaurant où Emily avait recommencé à travailler. Elle avait refusé le poste à l'ONG après avoir appris son implication, déterminée à reconstruire leur vie sans aucune trace de son influence. Il la regardait de l'autre côté de la rue servir du café et prendre des commandes avec la même grâce douce qu'elle avait toujours eue, mais il pouvait voir l'épuisement dans sa posture. Les jumelles s'épanouissaient, du moins en apparence. Il les voyait pendant leur promenade quotidienne jusqu'à la garderie, leurs petites mains serrées dans celles de leur mère pendant qu'elles bavardaient sur leurs rêves et leurs découvertes. Mais il remarqua que Sophie regardait plus souvent par-dessus son épaule maintenant, comme si elle cherchait une silhouette familière qui n'apparaissait plus sur leur route. La vue de ce dessin l'avait presque mis à genoux, c'est pourquoi, lorsque son téléphone vibra avec un numéro inconnu un mardi matin gris, Alex répondit avec l'espoir désespéré que ce soit Emily qui l'appelle pour lui dire qu'elle était prête à parler. Au lieu de cela, il entendit une voix qu'il ne reconnaissait pas, bien que légèrement pâteuse, avec le genre de ton qui parlait de désespoir et de mauvaises décisions. « Alex Thorne, dit la voix, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je sais que vous avez passé du temps avec ma femme et mes filles. » Le sang d'Alex se glaça dans ses veines. « Qui est-ce » ? Marquet, répondit la voix, et Alex put entendre le sourire narquois dans les mots, le mari d'Emily, le père de Lily et Sophie, et il faut qu'on parle. Le rendez-vous fut fixé pour l'après-midi même dans un petit café du centre-ville, le genre d'endroit qui existait dans les zones grises entre les établissements respectables et les repères de voyous. Alex arriva tôt, choisissant une table de coin d'où il pouvait observer l'entrée tout en restant partiellement dissimulé. Il avait contacté son avocat immédiatement après l'appel, et le détective Ramirez de la police de la ville était positionné à une table voisine, se faisant passer pour un client tandis qu'un équipement d'enregistrement captait chaque mot de la conversation qui allait se dérouler. Marquet arriva avec 20 minutes de retard, et la première pensée d'Alex fut que cet homme ne ressemblait en rien au mari et père dévoué qu'Emily avait décrit dans ses souvenirs. Il était grand mais décharné, avec le regard creux de quelqu'un qui avait vécu à la dure pendant des mois. Ses vêtements étaient froissés et tachés, ses cheveux non lavés, et il se déplaçait avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui était soit drogué, soit en manque. « Thorne, dit Mark, se glissant sur la chaise en face d'Alex avec une fausse assurance. Merci d'avoir accepté de me voir, bien que je doive dire que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous ? Demanda Alex, sa voix soigneusement neutre tandis que ses mains se serraient en poing sous la table. Quelqu'un de plus âgé, je suppose. Avec un air plus désespéré. Mais je peux voir pourquoi Emily a craqué pour vous. Tout cet argent et ce pouvoir l'ont probablement mise en confiance. Le sourire de Mark était laid, prédateur. Jusqu'à maintenant. Bref, qu'est-ce que vous voulez, Mark se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Alex avec le regard calculateur d'un escroc qui jauge sa victime. Je veux ce qui m'appartient. Ma femme, mes filles, ma famille. Mais je suis prêt à être raisonnable. Votre famille ? La voix d'Alex était dangereusement calme. La famille que vous avez abandonnée il y a 8 mois ? La famille que vous avez laissée sans rien d'autre que des dettes et des promesses non tenues ? Une séparation temporaire, dit Mark d'un ton dédaigneux. J'avais des affaires à régler, des dettes à rembourser, mais je suis de retour maintenant. Et je veux mes filles. Où étiez-vous ? L'expression de Mark afficha un instant ce qui aurait pu être de la honte avant de se durcir à nouveau. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est que je suis leur père légal, et qu'Emily est toujours ma femme légale. Je peux les emmener n'importe quand je veux. Alex sentit la rage monter dans sa poitrine comme une marée d'acier en fusion, mais il se força à rester calme. Est-ce une menace ? C'est un fait, répondit Mark. Mais comme je l'ai dit, je suis prêt à être raisonnable. Je sais que vous avez des sentiments pour elle, et je sais que vous avez de l'argent. Alors voilà l'accord. 50 000 $, et je disparais pour toujours. Je signe tous les papiers que vous voulez, je renonce à tous mes droits parentaux, je vous laisse jouer au papa avec mes enfants sans aucune interférence.
50 000 $, répéta Alex, sa voix neutre. C'est ça. En espèces, en billets non marqués, tout ce qui vous fera vous sentir comme dans un film. En échange, vous avez le champ libre avec Émilie et les filles. Pas de bataille de garde compliquée, pas de visite surprise du vrai père. Juste vous et votre petite famille parfaite toute faite. Alex étudia le visage de Marc, notant le léger tremblement dans ses mains, la façon dont ses yeux ne cessaient de se diriger vers la porte, le désespoir qui suintait de sa bravade comme de l'eau à travers une fissure. Que se passe-t-il si je refuse? Le sourire de Marc devint froid. Alors j'exerce mes droits légaux en tant que mari et père. Je récupère ma famille, et vous retournez dans votre pantouse vidée à vos affaires insignifiantes. Et croyez-moi, Thorne, je n'ai peut-être pas votre argent, mais je sais comment compliquer la vie des gens. Vous leur feriez du mal, dit Alex, non pas en posant une question mais en constatant un fait. Vous feriez du mal à Émilie et aux jumelles juste pour obtenir de l'argent de ma part. Je ferai ce que j'ai à faire, répondit Marc. Ces filles sont mes filles, et Émilie est ma femme. Si elle est passée à autre chose avec un petit jouet pour garçon riche, eh bien, c'est quelque chose que nous devrons régler ensemble, en famille. La menace était claire, et Alex sentit quelque chose de froid et de mortel s'installer dans sa poitrine. Cet homme, cette misérable excuse pour un être humain, menaçait la sécurité et le bonheur des 3 personnes qu'Alex aimait plus que sa propre vie. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit Alex prudemment. 24 heures, dit Marc, se levant brusquement. Je vous appellerai demain pour vous donner les instructions pour le rendez-vous. Et Thorne, ne pensez même pas à impliquer la police ou à essayer d'être malin. Je n'ai plus rien à perdre, ce qui me rend très dangereux pour les gens qui vous sont chers. Après le départ de Marc, Alex resta assis pendant 10 minutes de plus, son esprit déferlant de possibilités et de contingences. Le détective Ramirez s'approcha de sa table, se glissant sur le siège que Marc avait quitté. Nous avons tout, dit Ramirez doucement. Un enregistrement clair de la tentative d'extorsion. Des menaces contre la famille. Aveu d'abandon. Mais Thorne, nous avons besoin de plus que de simples mots. Nous avons besoin qu'il tente réellement de récupérer l'argent avant de pouvoir procéder à une arrestation qui tiendra la route. Préparez ça, dit Alex, sa voix dure comme du granit. Je vais lui donner exactement ce qu'il demande. Ce soir-là, Alex appela Émilie pour la première fois depuis leur conversation dévastatrice 2 semaines plus tôt. Sa voix était prudente lorsqu'elle répondit, mais il pouvait entendre le soulagement sous-jacent qu'il ait enfin pris contact. « Alex, tout va bien ? Il faut qu'on se voie, dit-il, en personne. C'est à propos de Marc. » Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira si longtemps qu'Alex se demanda si elle avait raccroché. Finalement, elle parla, sa voix n'étant qu'un murmure. « Marc ? Qu'est-ce qu'il y a avec Marc ? Il est de retour, Émilie. Et il est dangereux. » Ils se rencontrèrent dans un café près de l'appartement d'Émilie, un lieu neutre où elle se sentait en sécurité, et Alex put expliquer la situation sans que le poids émotionnel de leur histoire personnelle ne submerge la conversation. Émilie semblait épuisée, remarqua Alex. Les 2 dernières semaines avaient fait des ravages sur elle, tout autant que sur lui. Il vous a appelé ? Demanda-t-elle après qu'Alex eut expliqué la rencontre, son visage pâle de choc et de peur. Il veut de l'argent en échange de son départ pour toujours, dit Alex. 50 000 $ pour qu'il renonce à ses droits parentaux et vous laisse tranquille. Oh mon Dieu, murmura Émilie, ses mains tremblant alors qu'elle soulevait sa tasse de café. Je pensais. J'espérais qu'il était parti pour de bon. Je pensais que peut-être il s'était fait tuer avec toutes ces magouilles criminelles. Magouilles criminelles. Le rire d'Émilie était amer. Vous voulez vraiment savoir la vérité sur mon mariage, Alex ? Marc n'a jamais été le mari dévoué que j'ai prétendu qu'il était. Il était impliqué avec de très mauvaises personnes. La drogue, le jeu, et Dieu sait quoi d'autre. Il disparaissait pendant des jours, revenait défoncé, ivre ou tabassé par ceux à qui il devait de l'argent. Je me disais que c'était temporaire, qu'il s'en sortirait et deviendrait le père que Lily et Sophie méritaient. Mais ça n'a pas été le cas. Il a empiré. Et quand les jumelles sont nées, quand j'avais le plus besoin de lui, il était soit complètement absent, soit tellement mal en point qu'il était plus un danger qu'une aide. Le matin où il est parti pour de bon, j'ai découvert qu'il avait vidé notre compte d'épargne pour payer des dettes de jeu. Chaque sou que nous avions économisé pour l'avenir des filles. Parti. Alex sentit les pièces du puzzle s'emboîter.
C'est pourquoi vous n'avez jamais parlé de lui au travail, pourquoi vous sembliez si soulagé quand j'ai posé des questions sur le fait d'être une mère célibataire. Parce que j'étais soulagé, admit Émilie. Effrayée à l'idée de l'argent et de l'avenir, mais soulagée que mes filles n'aient plus à regarder leur père se détruire. Et maintenant, il est de retour, et il veut les utiliser comme moyen de pression pour avoir plus d'argent. Il n'aura pas un centime de ma part, dit Alex farouchement, et il ne vous fera plus jamais de mal, ni aux filles. Je vous le promets. Comment pouvez-vous promettre ça, demanda Émilie, sa voix se brisant. Il est leur père légal, Alex. Il a des droits, peu importe à quel point il est horrible. Et maintenant qu'il sait pour vous. Qu'il sait que vous avez de l'argent. Je ne vais pas juste lui donner de l'argent et espérer qu'il tienne sa parole, dit Alex. Je vais m'assurer qu'il ne puisse plus jamais menacer votre famille. Le plan était simple dans son élégance. Alex organiserait une rencontre avec Mark le soir suivant sur le parking d'un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, ostensiblement pour lui remettre les 50 000 $. L'endroit serait encerclé par des policiers en civil, et au moment où Mark tenterait de récupérer l'argent, il serait arrêté pour extorsion, abandon d'enfant, et toutes les autres accusations que le détective Ramirez pourrait faire tenir. Et si quelque chose tourne mal, demanda Émilie alors qu'Alex expliquait les détails. Et s'il se rend compte que c'est un piège et qu'il s'en prend à nous? Il n'en aura pas l'occasion, dit Alex. Après-demain soir, Mark sera en détention, accusé de crimes graves. Il risque des années de prison, pas de comploter une vengeance contre son ex-femme. Ex-femme? J'ai déjà parlé avec le meilleur avocat en droit de la famille de l'État, dit Alex. Au moment où Mark sera arrêté, nous demanderons une procédure de divorce d'urgence et la garde totale. Son abandon de la famille, combiné aux accusations criminelles, rendra presque impossible pour lui de revendiquer des droits parentaux. Pour la première fois depuis que le nom de Mark avait été mentionné, Émilie parut pleine d'espoir. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Je sais que ça va marcher, dit Alex avec une confiance tranquille. À cette heure-ci demain, vous et les filles serez libres de lui pour toujours. Le lendemain soir arriva, gris et froid, avec le genre de bruine persistante qui rendait tout menaçant et incertain. Alex était assis dans sa voiture sur le parking de l'entrepôt, une mallette contenant de faux billets posée sur le siège passager, tandis que les policiers restaient cachés dans les ombres autour du périmètre. Mark arriva à l'heure exacte, ses mouvements nerveux et paranoïaques alors qu'il s'approchait de la voiture d'Alex. À travers le micro qu'il portait, Alex pouvait entendre la voix du détective Ramirez lui donner des instructions calmes et rassurantes. Reste calme, Thorne. Laisse-le faire le premier pas vers l'argent, et on le coincera. Mark frappa à la vitre côté passager, et Alex la baissa avec une réticence calculée. Vous l'avez? Demanda Mark, ses yeux fixés sur la mallette. 50 000, comme vous l'avez demandé, répondit Alex. Mais d'abord, je veux voir les papiers. La preuve que vous renoncerez à vos droits sur Émilie et les filles. Mark sortit un document froissé de sa veste, manifestement quelque chose qu'il avait imprimé sur Internet et rempli à la main. Juste là. Signez ça, j'ai mon argent, et vous ne me revoyez plus jamais. Et si je ne le fais pas? L'expression de Mark devint laide. Alors je vais récupérer ma femme et mes filles ce soir. Je leur raconte comment leur nouveau petit ami a essayé de les acheter comme des biens. Je leur rends la vie impossible jusqu'à ce que vous décidiez de payer. Sale type, dit Alex, laissant la colère sincère colorer sa voix. Ce sont des enfants, Mark. Vos enfants. Elles sont mon billet pour l'argent facile, répondit Mark. Maintenant, donnez la mallette. Au moment où la main de Mark toucha la poignée de la mallette, le parking explosa de mouvement. Des policiers sortirent de leur cachette, armes au poing, encerclant Mark avant qu'il ne puisse réagir. Marquet, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, abandon d'enfants et menace au bien-être des mineurs, annonça le détective Ramirez alors que les agents lui menottaient les mains dans le dos. L'expression de choc et de rage sur le visage de Mark était presque satisfaisante, mais Alex ne ressentit aucun triomphe, seulement un soulagement que ce cauchemar soit enfin terminé. Alors qu'ils embarquaient Mark à l'arrière d'une voiture de police, il hurla des menaces et des malédictions qui entraient les rêves d'Alex pendant des semaines. Mais ce n'était plus que des menaces vides, la rage désespérée d'un homme qui n'avait finalement plus personne à blesser ni d'arnaque à monter. 3 heures plus tard, Alex était assis dans la cuisine d'Émilie pendant qu'elle mettait les jumelles au lit, sachant que pour la première fois en 8 mois, elles étaient vraiment en sécurité. L'ombre de Marquet avait été levée de leur vie pour toujours, et le lendemain,
Elle pourrait commencer le processus de construction de quelque chose de réel, d'honnête et de beau. J'ai apporté toutes vos choses préférées, avait dit Alex, la voix enrouée par l'émotion alors qu'il la tenait serrée contre lui, et je ne m'en vais plus, pas à moins que votre maman me dise de le faire. Maman ne te dira pas de t'en aller, avait dit Lily avec la certitude de quelqu'un qui comprenait les vérités les plus importantes du monde. Elle t'aime. Elle l'a dit aux anges dans ses prières. L'avenir en rose maintenant, par une soirée d'automne fraîche, où l'air contenait le premier soupçon de l'approche de l'hiver, Alex se tenait dans son appartement Penthouse, effectuant les derniers préparatifs pour ce qu'il espérait être la soirée la plus importante de sa vie. Le plan avait pris des semaines à orchestrer, et contrairement à ses précédentes tentatives de gérer le bonheur d'Emily depuis l'ombre, ce plan avait été élaboré avec sa pleine connaissance et sa participation enthousiaste. Suzanne avait été envoyée plus tôt dans l'après-midi avec les jumelles, les emmenant pour ce qu'elle avait décrit comme une aventure spéciale pour filles qui comprenait des manucures dans un salon adapté aux enfants, l'achat de robes de princesse parfaites et un dîner dans leur restaurant préféré. C'était une mission qu'elle avait embrassée avec la dévotion de quelqu'un qui avait vu son patron habituellement au cœur froid se transformer en un homme capable de joie. Monsieur Thorne, lui avait-elle dit alors qu'il lui remettait sa carte de crédit et un itinéraire détaillé, j'ai travaillé pour vous pendant 8 ans, et je ne vous ai jamais vu aussi heureux. Ces filles et leur mère, c'est la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Je sais, avait répondu Alex, ajustant sa cravate pour la 12e fois. C'est pourquoi ce soir doit être parfait. L'appartement avait été transformé en quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Des éclairagistes professionnels avaient suspendu des milliers de petites lumières blanches au plafond, créant l'illusion d'un ciel étoilé. Des pétales de rose avaient été dispersés sur le sol en motif qui menait de l'entrée au centre du salon, où un cercle de bougies attendait d'être allumé. Une musique de jazz douce jouait sur des haut-parleurs cachés, le même album de Duke Ellington qui passait la nuit où ils avaient dansé dans la petite cuisine d'Emily. La bague reposait dans son écrin de velours sur la table basse, un solitaire en diamant brillant entouré de plus petites pierres qui scintillaient comme de la lumière stellaire capturée. Alex avait passé des heures avec le joaillier, décrivant le style d'Emily, ses préférences, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle voyait quelque chose de beau mais de pratique. À exactement 7 heures, l'ascenseur sonna, et le cœur d'Alex se mit à battre contre ses côtes avec la force d'un homme sur le point de sauter d'un avion parfaitement fonctionnel. Les portes s'ouvrirent pour révéler Emily, et Alex sentit son souffle se couper, comme cela arrivait chaque fois qu'il la voyait. Elle portait une simple robe noire qui épousait ses courbes aux bons endroits, ses cheveux tombant en vagues douces autour de ses épaules, et son maquillage subtil mais parfait, mais c'était son expression qui le mit presque à genoux. De l'émerveillement. De la joie. Et un amour si pur et si lumineux qu'il semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Alex, souffla-t-elle, entrant dans l'appartement transformé. C'est. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Vous méritez l'incroyable, dit Alex, s'avançant pour prendre ses mains. Vous méritez la magie et la beauté et tous les contes de fées que vous avez appris à vos filles à croire. Avant qu'Emily ne puisse répondre, l'ascenseur sonna à nouveau, et 2 petites voix remplirent l'appartement d'excitation. Maman, maman, regarde-nous, cria Sophie alors qu'elle et Lily sortaient de l'ascenseur, resplendissantes dans des robes de princesse assorties, celle de Sophie d'un bleu brillant qui correspondait à ses yeux, celle de Lily d'un rose doux qui faisait ressortir les roses sur ses joues. Mes belles filles, dit Emily, s'agenouillant pour les embrasser toutes les deux. Vous êtes absolument magnifiques. Suzanne nous a aidés à les choisir, dit fièrement Lily, et elle nous a appris le travail spécial que nous avons ce soir. Un travail spécial, demanda Emily, regardant ses filles et Alex avec une compréhension grandissante. On doit lancer des pétales de fleurs, annonça Sophie, sortant un petit sac en soie de derrière son dos. Et on doit s'assurer que maman dise oui quand Gigi pose sa question importante. Alex sentit son cœur se gonfler d'amour pour ces 2 petites filles, qu'il avait acceptées dans leur vie avec tant de générosité et de grâce. Au cours des derniers mois, elles étaient devenues plus que les enfants de la femme qu'il aimait. Elles étaient devenues ses filles de toutes les manières qui comptaient, et il ne pouvait pas imaginer un avenir qui n'inclurait pas leur rire, leur émerveillement et leur affection inconditionnelle. Êtes-vous prête pour ça, demanda Alex à Emily doucement alors que les jumelles se positionnaient autour de la pièce avec le sérieux de coordonnatrice de mariage professionnel. Je suis prête depuis le jour où vous êtes arrivée à ma porte avec des tournesols, répondit Emily, ses yeux brillants de larmes de joie non versées. Alex se déplaça au centre de la pièce, ses mains tremblant légèrement alors qu'il fouillait dans la poche de sa veste. Les jumelles avaient pris leur position comme on le leur avait dit. Sophie près des fenêtres et Lily près de la cuisine,
toutes deux serrant leur sac de pétales de rose avec une excitation à peine contenue. Émilie, commença Alex, sa voix portant à travers l'espace éclairé aux chandelles avec une certitude absolue. Il y a 3 mois, j'étais un homme qui mesurait le succès à la hauteur de son bureau et à la froideur de son cœur. Je pensais que j'avais tout ce dont j'avais besoin, tout ce qui importait. Il s'agenouilla au centre de la constellation de lumière féerique, sortant l'écrin de bague de sa poche alors que les jumelles commençaient à disperser des pétales de rose dans les airs avec des rires ravis. « Mais vous m'avez appris que je n'avais rien », continua Alex, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Émilie. « Vous m'avez appris la différence entre construire un empire et construire un foyer. Vous m'avez montré ce que cela signifie d'aimer quelqu'un si complètement que son bonheur devient plus important que votre propre survie. » Des larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Émilie, mais elle souriait avec le genre de joie radieuse qui semblait remplir tout l'appartement de chaleur. « Vous, Lily et Sophie m'avez sauvé, » dit Alex, ouvrant l'écrin de bague pour révéler le diamant qui captait les lumières féeriques et les renvoyait en étincelles brillantes. « Vous m'avez sauvé d'une vie de vide et m'avez montré ce que cela signifie de faire partie d'une famille. Vous m'avez appris que certains contes de fées sont réels et que les meilleurs ne commencent pas par « il était une fois », mais par « à partir d'aujourd'hui ». « Oh, Alex », murmura Émilie, ses mains pressées sur son cœur. « Je vous aime », dit Alex, sa voix se brisant d'émotion. « J'aime votre force et votre gentillesse et la façon dont vous trouvez de la magie dans les moments les plus ordinaires. J'aime la façon dont vous chantez aux fleurs et dansez sous la pluie et faites en sorte que nos filles se sentent comme les trésors les plus précieux de l'univers. J'aime la femme que vous êtes et j'aime la famille que nous sommes devenus ensemble. » Il leva la bague, ses facettes captant la lumière de milliers d'ampoules féeriques au-dessus d'eux. « Émilie, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous me laisser passer le reste de ma vie à vous aimer, vous, Lily et Sophie? Voulez-vous m'aider à construire quelque chose de beau, de réel et de durable à partir de tout ce que nous avons appris sur la confiance, le pardon et le courage qu'il faut pour choisir l'amour plutôt que la peur? » « Oui, » dit Émilie, sa voix résonnant claire et forte à travers l'espace éclairé aux chandelles. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Les jumelles explosèrent de joie, jetant leurs pétales de fleurs restants en l'air alors qu'Alex glissait la bague sur le doigt d'Émilie et se levait pour l'embrasser avec toute la passion, la promesse et la gratitude accablante qui remplissaient son cœur à en déborder. « On va vraiment se marier? » demanda Sophie, sautant sur la pointe des pieds d'excitation. « On va vraiment devenir une famille? » « On va vraiment devenir une famille, » confirma Alex, la soulevant dans ses bras tandis que Lily s'accrochait à sa jambe avec un enthousiasme typique. « On peut vous appeler papa Alex maintenant ?» demanda Lily, sa voix douce d'espoir et d'émerveillement. La réponse d'Alex fut perdue dans l'émotion qui menaçait de le submerger entièrement. Il s'agenouilla pour serrer les 2 filles dans ses bras, les tenant près de lui alors qu'Émilie se joignait à leur étreinte de groupe. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, » dit-il finalement, « mais j'espère que vous savez que vous m'appeliez Gigi ou papa Alex ou simplement papa, je vous aimerai toutes les deux pour le reste de ma vie. Je vous protégerai et vous soutiendrai et serai là pour chaque genou écorché, chaque mauvais rêve et chaque étape importante, de maintenant et pour toujours. » « Pour toujours et à jamais ?» demanda Sophie avec le sérieux de quelqu'un qui négocie le contrat le plus important de sa jeune vie. « Pour toujours et à jamais », promit Alex. Alors qu'ils se tenaient ensemble au centre de leur appartement de conte de fées, entourés de bougies et de pétales de fleurs et de la promesse de tous les lendemains qu'ils partageraient, Alex réalisa que c'était à ça que ressemblait vraiment le succès. Pas aux réalisations froides de son empire d'entreprise, mais au chaos chaleureux de la vie de famille, pas à l'isolement du pouvoir, mais au magnifique désordre des jouets et des rires et des histoires du soir et des crêpes du dimanche matin. « Je t'aime, future Madame Thorne », murmura Alex à l'oreille d'Émilie alors que les jumelles commençaient à planifier leur mariage avec un enthousiasme élaboré. « Je t'aime aussi, futur papa », répondit Émilie, sa bague captant la lumière alors qu'elle traçait la ligne de sa mâchoire avec des doigts doux. À l'extérieur des fenêtres, la ville s'étendait dans toutes les directions, pleine d'autres personnes vivant d'autres vies et poursuivant d'autres rêves. Mais à l'intérieur de leur cercle de lumière, d'amour et de promesses, Alex et Émilie, Lily et Sophie avaient trouvé quelque chose de plus précieux que toute la richesse et le pouvoir du monde. Ils s'étaient trouvés les uns les autres, et ils avaient trouvé un foyer, et ils avaient appris que les meilleurs contes de fées étaient ceux que l'on écrivait soi-même, un jour à la fois, avec amour et patience et le courage de croire qu'une fin heureuse n'était pas seulement possible, mais inévitable pour ceux qui étaient assez courageux pour la saisir. La femme qui murmurait aux fleurs avait appris au puissant PDG à écouter, et ensemble, ils avaient créé une histoire d'amour digne de tous les rêves qu'ils transmettraient à leurs filles, une histoire qui avait commencé par un chagrin d'amour et qui avait grandi dans la joie, qui avait commencé par la tromperie et qui s'était épanouie dans la vérité,
qui avait transformé une famille brisée en quelque chose d'entier, de beau et d'éternel. Et alors que les lumières féeriques scintillaient au-dessus comme des étoiles terrestres, alors que les jumelles riaient et planifiaient et remplissaient l'appartement d'une joie sans limite, alors que la bague d'Emily captait la lumière et la renvoyait en promesses brillantes, Alex savait que ce n'était que le début de leur plus grande aventure.